Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Toujours très heureuse de vous retrouver parce que je sais que quand je vous parle pas longtemps après, il y a un invité qui va arriver là. Puis c'est comme la plus belle affaire que professionnellement qui m'est été donnée de faire. C'est ces entrevues-là qui entourent tout le Ouvre ton jeu. Il y a Sylvie qui nous parle du jeu de table édition couple. Elle dit « J'écoute tous vos podcasts en conduisant. Dans mon travail, je suis souvent amenée à me déplacer de la Gaspésie jusqu'en ville. Alors, j'écoute les épisodes en rafale. J'ai d'ailleurs acheté la version du jeu couple. Mon mari n'est pas du genre à exprimer ses émotions, mais je peux vous garantir qu'avec ce jeu, il s'ouvre un peu plus. J'apprends encore plus à le découvrir et j'aime ce que je vois. Nous avons de très belles conversations. Hey, merci Sylvie de partager ça. Parce que le Ouvre ton jeu couple, on peut pas vraiment le faire en mode podcast parce qu'il faut que ça se fasse entre les deux membres du couple. Si je dis ça avec un couple, on dirait que ça marcherait pas, j'ai comme pas vraiment d'affaire à être entre les deux. Mais l'idée, c'était vraiment d'arriver à se parler et surtout à s'écouter, à écouter celui ou celle qui a quelque chose à dire et de ne pas l'interrompre. Je sais que c'est un gros défi en couple, mais souvent, on a tendance à dire « Oui, mais c'est pas de même, c'est arrivé. Oui, mais moi, je me souviens de ça. Ah, mais... » Et on s'interrompt parce qu'on a des grands bouts de vie en commun. Alors, de le faire de cette façon-là en disant « je vais t'écouter jusqu'à la fin » et des fois, ça permet de comprendre mieux l'autre. Et comme elle dit, l'homme qui partage sa vie, son conjoint, a plus de difficultés à s'exprimer, bien, des fois, de répondre à ces questions-là et de laisser le temps à l'autre de parler, bien, tout à coup, la parole arrive et la personne s'exprime. Alors, tant mieux, parce que c'était vraiment, Sylvie, ce que vous dites, c'était l'objectif du jeu couple. Justine nous parle d'Ingrid Saint-Pierre. Elle dit « À chaque parole d'Ingrid, je traverse encore plus dans un univers unique. Je l'admire d'incarner cette forme de douceur à la fois délicate et si forte. Cette femme a un pouvoir de rassembler et d'inspirer autant pour les jeunes que les moins jeunes. Je l'adore. Ça me rappelle que j'aimerais être un peu comme elle. » Alors, merci Justine. Nos partenaires, on vous les présente à chaque fois parce qu'il n'y a pas de podcast sans partenaire. Parce que dans le podcast, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de crédit d'impôt. C'est pas du tout comme à la télé, c'est un autre modèle d'affaires. Et nous, les partenaires, c'est ce qui fait qu'on est capable de vous présenter semaine après semaine nos épisodes complètement gratuitement sur les différentes plateformes où on présente des balados, des podcasts. Alors, nos partenaires, on a entre autres Karine Jonca, qui est là depuis le tout début. Et Karine vous offre 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Karine Jonca, c'est une ligne de cosmétiques. Elle a au moins 1000 points de vente à travers le Québec. Et c'est une entrepreneure québécoise qui offre des produits québécois. Alors, on est très fiers de l'avoir dans le giron de Ouvre ton jeu. On a aussi Eros et compagnie qui a son niveau où on parle les cartes Eros et compagnie, où c'est une belle façon de parler d'intimité, de sensualité, de sexualité, mais tout ça dans un cadre très, très respectueux. Des fois, ça peut être des fois, il y a des petits malaises, mais beaucoup moins que tout ce que j'aurais cru avant d'accepter d'avoir le niveau Eros et compagnie. C'est plutôt lumineux comme niveau. Et Eros vous propose aussi 15% de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo ROSE15. On a un partenaire aussi, Optoréseau. Et Optoréseau, c'est 86 cliniques à travers le Québec. Et on a aussi Marie Club, Espace Mieux-être, qui est la plateforme avec mon équipe qu'on a mis en place il y a déjà plusieurs mois, où on a rassemblé et on rassemble à chaque mois différents spécialistes, experts qui viennent aborder un thème et qui nous outillent sur plusieurs choses de la vie. Dans le fond, l'idée, c'est de toujours avoir une vie meilleure. Alors, vous pouvez vous rendre sur le marieclaude.com et si vous prenez un abonnement annuel, alors utilisez le code promo CLUB10, ça vous donnera 10%
de rabais. L'équipe sans laquelle je ne serais pas là, il n'y aurait pas de podcast non plus. Il y a Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Étienne Laurando à la captation et Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un gars que j'ai connu sur les plateaux de Deux filles le matin. Il est venu souvent, on s'est recroisés, on nous a demandé de faire des émissions ensemble. Je me souviens, on avait fait l'émission de... c'est Véronique Cloutier, je pense que c'était Pour une fois. Et je me souviens à quel point on avait braillé en racontant nos histoires respectives. Il y a quelque chose entre lui et moi de sensible. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui est en train de laisser sa trace déjà, même s'il est tout jeune, qui laisse sa trace à travers ses nombreux écrits, à travers ses séries télévisées qu'il a fait qui sont incroyables. J'ai hâte de le découvrir encore plus parce qu'à chaque fois que je le rencontre, j'apprends quelque chose sur lui. Vous le connaissez, alors il s'en vient. C'est Simon Boulris. Alors place à Simon. Puis les enfants n'en parlent pas. Pourquoi tu n'en parlais pas? La honte. La honte de se dire, mes parents vont tellement être déçus de savoir qu'ils ont mis au monde un petit gars qui n'est pas assez fort, qui n'est pas capable de se défendre, qui n'est pas capable de répliquer. Je savais que j'étais démuni, puis je trouvais pas j'avais pas ces aptitudes-là, puis je me disais, je vais juste les décevoir. Puis j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, vraiment beaucoup, donc qui n'étaient pas tant présents à la maison parce que mon père avait 2 jobs. Il travaillait à l'usine, souvent de nuit, il était fatigué. Puis en plus, il y avait le club vidéo de mes parents. Ma mère travaillait dans un club vidéo qu'elle avait acheté. Mon père travaillait avec lui, donc il travaillait pas mal tout le temps. Puis d'ailleurs, moi-même, je travaillais au club vidéo. C'était un lieu dans lequel j'étais bien, mais j'étais bien jusqu'à temps que quelqu'un rentre. J'étais dans mon territoire, puis quand rentrait un de mes intimidateurs, je me rappelle que je voulais pas me promener dans le club vidéo, je devais aller rapporter les petites pinouches, là, les velcro. Oui. Ça me stressait s'il y avait, parce que c'était tous des gars qui venaient au club vidéo de mes parents. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis vraiment contente d'avoir mon invité devant moi. C'est quelqu'un, je trouve, qui nous pousse à être meilleurs. Quand on regarde tout ce qu'il accomplit, nous donne le goût aussi de se mettre au travail, soit, entre autres, par l'écriture, dans son cas, il est très inspirant, mais aussi par c'est sa prise de position à travers aussi ses séries télé. C'est vraiment quelqu'un qui prend de plus en plus de place sur la scène culturelle au Québec et aussi quelqu'un qui est en train de laisser une trace. À un moment donné, j'écoutais Richard Séguin, à Tout le monde en parle, et il l'a cité. C'est quand même pas banal. Alors, bienvenue, Simon Boulris. Bonjour, Marie-Claude. Tu vas bien? Oui, je vais vraiment très bien. Est-ce que tu l'as entendu? Je l'ai entendu. J'ai sursauté chez moi et j'ai été immensément touché parce que faut s'imaginer que le petit garçon, le petit Simon, écoutait Richard Séguin, enfant, et trouvait que c'était un véritable poète. Et donc, d'être cité par un poète, ben, ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il a cité de toi? Oui, mais moi, c'est mon rapport à la beauté. J'en ai beaucoup parlé. Tu sais, je m'approprie plusieurs écrivains, mais dont un peintre, Vincent Van Gogh, qui avait dit « Trouve beau tout ce que tu peux ». Il avait écrit ça dans une lettre à son frère Théo. Puis je pense qu'il citait un moment où je parlais de débusquer la beauté autour de soi. Donc, je pense que c'est l'enseignement que j'ai reçu de Vincent Van Gogh. Puis, bon, ben, ça porte fruit, je le répète. Comme le dit Simon Boulris, j'étais wow! On dirait que lui venait d'être nommé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. J'avais l'impression qu'il y avait comme ton petit panthéon là-dedans, d'être cité avec autant de conviction. Bravo. Puis être cité sur quelque chose que j'embrasse complètement, c'est-à-dire être capable de s'émerveiller par la beauté qui nous entoure encore malgré tout. Ce qui est quand même un peu mon mantra, tu sais. Donc,
ça me faisait plaisir. Est-ce que tu es un intellectuel, Simon? C'est tellement une bonne question. Je te dirais que j'ai longtemps pensé que j'étais un faux intellectuel, que j'étais un intellectuel trop guilleret, trop candide. Puis on dirait que la candeur peut pas s'accoler avec l'intellectualisme, alors que aujourd'hui, j'ai 43 ans et oui, je suis un intellectuel émerveillé, un intellectuel capable d'être candide. Et je pense qu'il faut faire une distinction importante entre la naïveté et la candeur. J'ai déjà entendu un philosophe qui disait que le naïf, c'est la personne qui va pointer un réverbère en disant « c'est la lune », alors que le candide va pointer en disant « c'est comme la lune ». Ça évoque la lune. C'est un réverbère, mais ça évoque autre chose de plus poétique. Et je suis donc un candide. J'aime me dire, je sais c'est quoi. Je suis lucide, mais une lucidité matinée d'émerveillement. Donc, je suis capable de me dire, ça ressemble à la lune. Est-ce qu'il y a des journées où tu serais pas capable de dire que ça ressemble à la lune? Probablement. Il y a des journées où je suis quelqu'un de très sauvage. Puis je sais que c'est un peu étonnant de dire ça, mais je suis quelqu'un de très solitaire. Il y a des journées où je sors peu. Ces journées-là, je pense que mon émerveillement, il est plus circonscrit dans ma cuisine ou dans ma salle à manger, puis il est peut-être moins grandiloquent, probablement. Mais je te dirais que du moment que je rencontre des gens, ça se réactive. Donc, c'est vraiment en cohabitant avec la race humaine que je m'émerveille, je me réémerveille devant chacune des personnes que je rencontre. Dis-moi, t'es rendu à combien de livres d'écrits? Parce que ça, c'est comme un compteur sans fin. Il faut toujours te le demander parce qu'on n'est jamais à jour. Je suis rendu à 71. Livres. 71 livres, mais de tout là-dedans. Il y a des albums jeunesse, du théâtre, de la poésie, des romans plus costauds, de tout. Est-ce que tu as ça comme un à côté de l'autre dans une bibliothèque dans ta maison? Oui, à deux endroits. J'ai un vrai bureau dans lequel je me rends jamais, au-dessus duquel, donc, j'ai vraiment toutes les copies de mes livres, là, les 71. Puis, tu sais, c'est du poids, là, sur les tablettes. Mais dans la salle à manger, c'est là que j'écris, c'est là que je suis. C'est la plus grande fenêtre ouverte sur le monde. Puis, j'aime ça travailler là. C'est la pièce la plus lumineuse. Puis, je suis entouré de livres. Puis, j'ai le frigo tout près, ce qui est très pratique pour écrire. Mon grand verre d'eau toujours rempli. Et j'ai donc une bibliothèque sur laquelle j'ai mes livres parce que je fais beaucoup de conférences dans les écoles, parfois virtuellement. Quand c'est loin de Montréal puis je peux pas me rendre parce que j'ai pas de permis de conduire. T'as pas de permis? J'ai pas de permis, Okay. toujours pas de permis. Donc, des fois, j'accepte des conférences de façon virtuelle. Puis des fois, c'est toute l'école qui se connecte au même moment. Et là, j'ai tous mes livres à portée de main pour les présenter aux plus jeunes, aux plus vieux. Donc, je les ai à deux endroits. Et tu travailles sur ta table de cuisine. Oui, ma table de cuisine. Est-ce que tu es un écrivain austère? Oui. Oui, je suis un écrivain monocal. Tu sais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la sobriété. J'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin d'un coin de table, un petit ordinateur ou un calepin. Et les livres, être entouré de livres, pour moi, c'est quand même un abri nucléaire, puis un abri aussi pour la créativité. Donc, savoir les livres à portée de main, ils sont pas tous lus. J'en ai à peu près 5000 répartis partout dans mon appart. Ils sont pas tous lus, mais j'avais un prof qui disait « Un livre, quand tu peux tendre la main, c'est rassurant. Il va être là au moment où tu en as besoin. » Puis j'ai un peu le côté, je suis beaucoup simplicité volontaire, à part avec les livres. Je les ai tous à la maison en me disant « Un jour, quand je vais être rendu à lire ce livre-là, il va être disponible en version poche, puis en version grand format. » J'ai un côté collectionneur de livres un peu. C'est ta passion. J'aime beaucoup aussi le vécu des livres. Donc, j'ai un amour même pour les livres usagés. Quand il y a des traces des anciens lecteurs et lectrices. Et même quand, mettons, je trouve un de mes livres dans une bibliothèque, j'ai toujours envie de voir qu'est-ce que les gens ont souligné. Puis quand il n'y a rien de souligné, ça me déçoit. Je fais « Oh mon Dieu, ils n'ont rien retenu de ce que j'ai écrit. » Pour moi, un livre, ça demande d'être en vie. Ça demande de laisser sa trace. Puis je sais qu'à la maison, il y a des gens qui font « Mais qu'est-ce qui fait laisser sa trace dans un livre? » Moi, je suis comme toi. Je mets des post-it, je souligne, je tourne une page. Il faut écorner. Oui. J'avais une professeure de littérature dont elle acceptait que ses enfants fassent de l'aquarelle dans ses livres. Donc, les pages étaient gondolées. Je trouvais ça tellement beau de voir des livres remplis par la trace de ses enfants. Puis bon, j'ai toujours aimé ça, je pense. Mettre mes initiales quand je suis jaloux d'une phrase. Je m'approprie la phrase de quelqu'un d'autre en écrivant SB. C'est moi qui pense ça.
Puis j'ai tout un système, une étoile, un cœur, des questionnements. J'aime beaucoup, beaucoup laisser ma trace. Je pense que ça rend la lecture plus vivante, plus active. Donc, j'ai la misère même à lire sans feutre dans la main, sans un surligneur, parce que j'ai l'impression que tantôt, dans le métro, là, je m'en venais, puis je cherchais la belle phrase. Puis là, je cherchais mon surligneur, puis je l'ai trouvé. Sinon, j'aurais juste pensé à ça. Faut pas que je perde cette belle phrase-là que j'ai lue, mais que j'ai pas soulignée. Est-ce que tu vas te souvenir que tu as souligné cette belle phrase-là dans ce livre-là? Oui, okay. Parce que je conserve les livres dans lesquels je les relis, je les parcours. Je parcours beaucoup les livres que j'ai lus dans ma vie. Là, maintenant, dis-moi, ça a été quoi le chemin entre ce que tu viens de dire et Big Brother? Il y en a très peu. Quoique on m'a dit que je pouvais lire à Big Brother et j'ai écouté le conseil, j'ai apporté plusieurs livres, pas suffisamment. Je les ai tous lus rapidement parce qu'on a beaucoup de temps libre et rapidement, il me manquait de lecture, donc je voulais ne pas évincer les personnes qui avaient le plus de livres. C'était un critère pour conserver les gens. Je veux lire tout ce qu'ils ont apporté comme livre. Je te dirais que il y a un côté en moi, oui, je suis un peu pantouflard, j'étais un peu dans ma petite bulle d'auteur, mais j'aime me brusquer, puis j'aime rencontrer l'autre, puis je pense que j'avais la nostalgie de la troupe de théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre. Moi, pendant 10 ans, j'ai fait du théâtre jeunesse, puis j'ai fait l'école de théâtre aussi, l'année de Joël Paré-Beaulieu, qui était dans Big Brother l'an passé. Puis quand je l'ai vu, j'ai regretté d'avoir dit non parce qu'on m'avait invité, j'avais refusé en me disant c'est pas pour moi, je suis pas stratégique, je vais pas être bon. Mais là, quand j'ai vu que mon ami Joël était là, j'ai eu une espèce de bouffée de nostalgie puis je m'en suis voulu d'avoir dit non. J'aime ça essayer des choses dans la vie puis je me suis dit oui, je suis peut-être pas un gars stratégique, mais que serais-je dans une maison comme ça peut juste être drôle. Moi, j'ai quand même beaucoup d'autodérision dans la vie, puis je me disais, je vais trouver ça drôle que moi, je fasse ça pour les 2 petites semaines que je pourrais passer là. J'étais sûr d'être évincé rapidement, puis j'ai quand même fait 6 semaines, 1 mois et demi enfermé dans la maison. C'était plus long que j'avais prévu, mais j'ai quand même aimé ça. Je pense pas que je le referais, mais j'ai aimé ça parce que je voulais me faire de nouveaux amis à 43 ans, 42. J'ai eu 43 ans dans la maison, puis je me suis fait vraiment de nouveaux amis. Il y a des gens avec qui j'ai connecté, avec qui j'ai tricoté des liens. Puis je pense qu'on me disait beaucoup, tu vas voir, ce que tu vas créer là-bas, ça va être pour la vie. Puis j'ai l'intuition que c'est vrai. Parce que c'est quelque chose d'atypique qu'on vit. Être coupé du monde si longtemps, dans une bulle étanche. Puis moi, je suis capable d'avoir ma bulle étanche d'auteur. Mais là, introduire, accepter tant de gens dans ma bulle, j'ai aimé ça. Même si je les ai pas choisis, c'est du monde que j'aime. C'est comme une famille. C'est une famille. On s'est pas choisis, on est ensemble. Il y en a avec qui tu t'entends plus, il y en a qui tu t'entends moins. Ouais. Et on a vu aussi que tu étais proche de tes émotions. Eh bien, ça, je le savais. Moi, je savais que, tu sais, j'ai les larmes faciles. J'ai surtout le rire facile. Ouais. En fait, je suis à fleur de peau par rapport à toutes les émotions, puis j'ai toujours trouvé que c'est un atout. J'ai pas toujours trouvé ça, mais là, je considère que c'est vraiment... un plus. C'est un plus dans ma vie. Puis bon, c'est sûr que pleurer à la première mise en danger qui ne me concerne pas, pour François Lambert, qui était quelqu'un que je pensais pas tant aimer, ça m'a surpris, puis j'ai fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de pleurer, puis ça commence. Mais des fois, c'est ça, je suis transporté par mes émotions. J'avais fait une émission qui s'appelait Pour emporter avec France Baudouin, puis elle a commencé l'émission en lisant un texte que Michael Delisle m'avait écrit. J'ai braillé dès le départ, puis quand j'ai regardé l'émission, j'ai fait, je trouve ça beau. Je suis capable de trouver ça beau, même si c'est moi qui... Mais c'est ton émerveillement aussi. Mais c'est la surprise de vivre quelque chose qui me dépasse. Puis je trouve ça beau d'être capable de ne pas être gêné de montrer ces émotions-là. Je pense que je les combats un peu. J'essaie de les combattre, puis je fais « Hey, je suis pas capable. » Je laisse aller. Puis je décide dans la vie, quand je fais beaucoup de plateaux de tournage, que je ne contrôle pas ça. Les larmes viendront, le rire viendra, et c'est ça. Quelle belle attitude. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? J'ouvre mon jeu. Mais moi, je suis un livre ouvert à la base, tu le sais. Fait que tu ouvres ton livre. Dans ton cas, c'est presque ton livre. On va ouvrir mon livre. Les questions vertes, c'est des questions d'ordre général. Les questions jaunes sont des questions d'ordre plus spécifique. Les questions rouges sont des questions personnelles. La question Spiceman, c'est la question Patreon. Seulement les membres Patreon vont entendre la réponse. Parfait. Le niveau Eros et compagnie, on parle d'intimité, de sensualité et de sexualité.
La carte au petit réseau, c'est la carte douce du jeu. C'est avec elle qu'on fait atterrir l'avion, qui va se terminer la rencontre. Et le Joker, quand tu trouves que les sous-questions, ça commence, t'es tanné un peu, t'as envie d'aller ailleurs parce que des fois, on arrive dans des zones qui sont plus difficiles ou peu importe, tu mets la carte sur la table. Des fois, ça me fait de la peine, mais je passe à une autre. Ça arrive pas souvent que... Non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Et quand ça arrive souvent avec le cœur. Tu sais, c'est comme Joker. Tu sais, c'est comme une pulsion de dire, OK, c'est comme si des gens disaient, OK, là, si je continue, ça va impliquer du monde. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est la seule limite que j'aurais, ça pourrait être d'embarquer du monde qui a peut-être pas envie que je parle d'eux. C'est ça. Ça fait que des fois, c'est quand on arrive à ça que ça vient comme une pulsion de dire non. Okay. Alors, je vais te demander de les brasser sur la table. Tu vas m'en donner 5 dans le niveau vert. Là, t'es comme une cartomancienne. Oui, là, tu vas me lire mon avenir. J'aimerais tellement ça, être capable de lire ton avenir. Moi, j'aime ça, là. Je suis pas allée assez souvent, mais moi, j'ai vraiment une ouverture pour ces choses-là. Ce qui me fait douter de mon intellectualisme, peut-être, là, mais... Mais en fait, l'intellectualisme, on le définit, je pense, tout dépendant de comment... Là, il ne faut pas que tu regardes les cartes, non, mais j'ai regardé sans regarder. OK, je te crois, mais c'est une nouvelle façon de faire. C'est juste ça. Regarde, parfait. Et là, j'en choisis 5. 5, exactement. Est-ce que je les tourne? Tu me les donnes, non. Je vais les tourner. Parce 3. Que là, sinon, j'aurais pas l'énergie. Non, c'est pas vrai. 5. Je pourrais pas sentir l'énergie des cartes. On n'a pas besoin de ça. Alors, voilà. Mais tu vas partir avec le jeu. Fait que si tu veux, tu répondras avec les gens qui sont près de toi. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Pour être bien avec moi, je dois. Et qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? T'en choisis une. Ah, c'est dur d'en choisir juste une parce que je les aime toutes ces questions-là. Mais je vais y aller avec la dernière. On dirait que c'est tout le temps la dernière que je retiens des questions. Qu'est-ce qu'on me reproche le plus souvent? On me reproche beaucoup de choses. À l'école de théâtre, là, on me reprochait beaucoup mon énergie juvénile. Ma façon de marcher. On me disait que je marchais comme un clown. Ma voix pas toujours placée, très nasillarde. J'avais une énergie peut-être un peu trop échevelée. Puis je le conçois qu'à la télé, quand on bouge beaucoup, quand quelqu'un j'ai vraiment une énergie débordante et ça peut agacer l'œil. Surtout quand on est dans une télévision, on dirait que ça dépasse. Moi, je dépasse des contours. Je le sais, j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai toujours de la misère à me fondre dans... pas nécessairement dans la masse, mais dans l'espèce de carcan qu'on nous donne. Ne dépasse pas de ça. Et j'ai tendance à aller sur cette ligne-là, pas par bravade ou par rébellion, mais juste parce que je suis plus à l'aise quand je sors de ce lieu-là, tu sais, sortir. Et donc, on m'a beaucoup reproché, c'est ça, mon côté effervescent, un peu tout croche, un peu... comme on te le reprochait comment, Simon? Ben, je pense qu'à l'école de théâtre, c'est normal parce qu'on essaie de créer un acteur le plus polyvalent possible et donc de travailler une neutralité. Et moi, je suis pas doué pour la neutralité. Ma neutralité, là, tu sais, je fais beaucoup ce jeu-là dans des écoles. Je mets 5 chaises d'émotion. Ça s'appelle les chaises d'émotion. Puis il faut jouer une phrase toute simple. Je mange une barre tendre. Et tu donnes une intention dans la tristesse, dans la joie, dans la colère, dans la peur. Et tout au bout, il y a la neutralité. Et c'est la carte, ça serait la chaise la plus compliquée pour moi, c'est jouer la neutralité. On dirait que mon neutre est joyeux. J'ai une professeure, Catherine Bégin, que j'aimais beaucoup. Catherine me disait, si tu joues la joie, ne fais rien. Elle trouvait que j'étais joyeux ou neutre, alors que j'ai pourtant, dans le neutre, chez moi, je suis vraiment neutre, mais on dirait que quand je suis devant quelqu'un, mon neutre se modifie par politesse peut-être, ou je ne sais pas par quoi, mais je suis comme très, très allumé, puis ça peut agacer. Est-ce que c'est une sensibilité? Est-ce que c'est de l'hypersensibilité à ce qui t'entoure? Probablement, puis même, j'ai dit le mot politesse, pour moi, on dirait être avec quelqu'un, le sourire s'impose. C'est le sourire de me présenter à quelqu'un, de la salutation. Puis pourtant, je suis très timide, mais le sourire, c'est une porte d'entrée. Puis c'est aussi une façon de dire je suis non armé. Je suis ouvert. C'est la curiosité à l'autre. C'est l'empathie. Donc, j'avais tout ça. Puis, je voulais te partager une phrase qui a changé ma vie. C'est une phrase de Cocteau, Jean Cocteau. J'étais en première année à l'école de théâtre, puis je trouvais ça dur. Là, on me reprochait plein de choses. Puis j'étais tombé sur... Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi.
Et je jouais donc la machine infernale quand j'étais à la fin de la première année, puis c'était l'année des coupures. On était une trentaine, il en gardait 12. Donc, j'avais l'épée de Damoclès qui me raclait le crâne là, pendant toute la première année, puis je le sentais que j'étais pas l'acteur préféré dans mon groupe. Et cette phrase-là, quand je lisais tout ce qu'il y avait sur Cocteau pour me préparer à jouer, parce que j'étais un intellectuel, donc j'avais tout lu. Un instinctif aurait juste simplement plongé dans les mots, mais moi, j'avais besoin de me documenter sur tout ce qui était Cocteau, autant l'artiste en art visuel que le peintre, que le réalisateur et que le dramaturge. Et quand je suis tombée sur cette phrase-là, j'ai fait « j'ai le droit d'être ce que je suis, avec toutes mes imperfections, puis mon côté échevelé, effervescent. » Ça peut être un atout. Puis je donne raison à Jean Cocteau parce que quand je suis sorti d'école de théâtre, le premier rôle que j'ai décroché, c'était un enfant dans une pièce de théâtre. J'ai joué pendant 10 ans théâtre jeunesse grâce à cette audition-là avec Serge Marois, qui a été mon mentor. Regarde comment je vais faire un lien entre les deux. Oui. Mais Serge m'a donné ma première chance. Puis Serge, lui, il a embrassé complètement ce que j'étais. En audition, il a vu mon énergie, puis il l'a aimé. Il a aimé que je sois tout croche, que je sois trop, que je déborde des contours. Il m'a ramené quand même dans le personnage. Évidemment, j'ai joué un personnage, mais j'ai senti que mon éclectisme et mon effervescence a été un atout à ses yeux. Et donc, je donne raison à Jean Cocteau qu'aujourd'hui, on m'engage pour ce qu'on me reprochait quand j'étais plus jeune, ma juvénilité, mon côté débordant. Et même à la radio, moi, on m'avait dit « Tu feras jamais de radio, tu as une voix beaucoup trop nasillarde. » Ce qui est vrai, j'ai une voix vraiment qui sort du nez. Puis dans ma classe, j'ai vraiment pas la plus belle voix de ma classe, mais c'est moi qui le fais le plus de radio. Puis quand, au début, j'avais de la misère à m'entendre à la radio, parce que j'ai fait pendant 10 ans « Plus on est fou, plus on lit » avec Marie-Louise Arsenault. Puis après ça, il y a eu d'autres émissions, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai appris à faire la paix avec cette voix-là en me disant, je suis distinctif. Je pallie, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'entrain dans cette voix-là, puis je suis en paix avec ce que j'entends. Puis je trouve que ça fait du bien dans le paysage auditif, sonore, d'entendre une voix comme la mienne. Oui, mais je trouve qu'à la radio, c'est intéressant de reconnaître la personne par la voix et non de dire c'est qui parle. Des fois, ça peut être générique. Hein? Il y a des voix qui sont tellement formatées que c'est interchangeable. Exact. Puis je ne suis pas formatée du tout. Non, on dirait que mon téléphone est resté ouvert, ce qui me gosse. Attends une minute. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais prendre une gorgée d'eau. Oui, c'est ça. J'avais oublié de le mettre en mode ne pas déranger. C'est absolument impoli, désolé. Mais c'est impardonnable. C'est impardonnable. On va revirer à ta balance. OK, est-ce que tu restes avec moi malgré tout? Merci de rester avec moi. Mais c'est ça, moi, je trouve qu'avoir une voix comme la tienne, comme moi, j'ai travaillé avec Alex Perron à la radio. Bon, oui. Alex aussi a une voix particulière, mais t'écoutes Alex et tu sais tout de suite que c'est Alex. Oui, mais il y a quelque chose de rassurant d'être en terrain connu, de faire « je reconnais cette voix-là ». Il occupe telle place dans le paysage. C'est rassurant, une voix qu'on reconnaît. Oui. Puis tu sais, si tu zappes à la radio une voix que tu reconnais, tu vas t'arrêter. Oui, t'es en terrain connu. C'est comme quand je disais d'être entouré de livres, c'est rassurant, sont là. Oui. Ben, entendre des voix familières, ça nous ramène à la maison. Des voix que... Mais je pense que les Québécois, on est beaucoup comme ça. J'ai l'impression qu'au début, je pouvais déranger parce qu'on savait pas sous quel angle me prendre. Puis il y a beaucoup de gens qui m'abordent en me disant « Mon Dieu, que quand je t'ai découvert, tu me gossais. » On me dit souvent ça. Tu sais, un vrai complimarde. « Mon Dieu, que tu me gossais, mais maintenant, je t'aime. » J'entends beaucoup ça. « Maintenant, je t'aime. » Puis ça va jusqu'à « Viens manger à la maison. Si tu passes au Saguenay, viens manger chez nous. » Je suis passé de « Tu me tombais ses nerfs » à « Viens manger à la maison. » Puis je trouve ça beau comment, à travers, tu sais, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais un peu plus de télé. Puis les premières années, c'était surtout avec l'émission Cette année-là de Marc Labrèche. Puis ça pouvait déstabiliser jusqu'à temps que, mettons, à Bonsoir, Bonsoir, où là j'ai vraiment senti le « viens manger à la maison ». Puis ça, quand je reçois ça, je fais « mais c'est donc bien beau ». Oui, puis t'es tout le temps la même personne. Mais je suis la même personne, j'ai pas changé du tout. Mais c'est parce qu'on te voit, toi, je trouve que Simon, t'as tellement développé différentes expertises qu'on te voit sous des angles différents. C'est pas si facile, je trouve, de te voir dans ton entièreté. C'est vrai, je suis tellement multiple et je suis tellement intéressée par plein de choses. Oui. Et je fais plein de choses. Oui. Donc, quand je disais tout à l'heure de mettre dans une case, là, il est quoi, Simon? Est-ce que c'est un auteur de roman? Est-ce que c'est un auteur jeunesse? Non, j'écris aussi beaucoup pour adultes. Est-ce que c'est un scénariste? Est-ce que c'est un comédien? Est-ce que c'est un chroniqueur? Mais je fais tout ça. C'est toutes les bonnes réponses. Et je veux tout faire ça. Je veux avoir toutes ces possibilités-là.
Mais tu comprends que pour nous, c'est beaucoup. Ben, là, je l'ai compris. Mais c'est ça, je pense qu'on s'habitue, les Québécois, là, Ouais, je dis les Québécois de façon générale, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils font ah oui, là, on sait c'est qui, il est dans la famille. J'ai l'impression que je suis un peu le petit cousin de bien du monde. Ah, tout le monde te connaît. Puis j'aime ça, être le petit cousin sympathique qui débarque dans la famille. Mais moi, tu me surprends tout le temps. Ben c'est le fun comme effet parce que la surprise, moi je pense que tous les artistes ont le carbure à créer la surprise parce que quand il n'y a pas de surprise, c'est profondément ennuyant. Une série télé comme un album jeunesse, comme peu importe l'œuvre qu'on prépare et même une chronique, si j'ai pas d'effet de surprise, c'est plate. Alors moi, je recherche toujours ça. M'étonner moi-même pour étonner mon auditoire ou mon lecteur. C'est comme ta chemise, là. Il y a beaucoup d'effets de surprise. Je vois entre autres un cœur de pomme, je vois une tente. Pour ceux et celles qui l'écoutent à l'audio, je peux vous dire que sa chemise elle est pleine de couleurs, très divertissantes. Et j'ai porté une chemise parce que je sais à quel point que tu aimes quand je porte une petite chemise. Oui, tu sais, hein, parce que j'ai osé te le dire un jour. Je dis, moi, j'aime ça quand tu t'habilles comme ça. Ça te fait bien, c'est beau. Et ça démontre aussi ta personnalité. Oui. Tu peux pas être générique non plus dans la façon de t'habiller. C'est pour ça que je pourrais pas porter une chemise blanche, d'une part parce que je la salirais très, très vite. Je mettrais une belle sauce dessus. Mais c'est aussi que c'est pas moi. Tu sais, quand t'essaies un vêtement, puis moi, souvent, je me suis sentie illégitime de porter des vêtements neufs. Ça m'arrive pas souvent d'inaugurer des vêtements. J'aime beaucoup les vêtements de seconde main. Parce que pour une raison écologique, mais aussi pour des raisons d'humilité. De me dire, le vêtement est transmis. Je suis allée à la boutique Renaissance, puis j'aime ce qui est un peu atypique aussi, même dans les vêtements. Mais parfois, quand je fais des tournages, je tourne, puis là, on me donne cette belle chemise après un tournage. Je fais, mais je l'aime et je l'ai inaugurée, mais je suis bien quand même dedans. Je suis digne de cette chemise. Mais j'aime inaugurer des vêtements. Tu vois, j'aurais pensé à inaugurer un lieu, mais pas inaugurer un vêtement. C'est beau. Pourquoi pas? Ben, pourquoi Inaugurons pas? ce qu'on veut. Mais oui! Alors, voici ma question que je choisis. Sur quel trait de caractère as-tu à travailler? Ça, c'est mon trait de caractère. Je suis quelqu'un qui louvoie constamment entre la proactivité, c'est-à-dire je travaille trop parfois. Tu sais, je parlais d'effervescence même dans le travail, d'avoir plein de projets que je mène de front et apprendre à dire non, parce que moi, je disais oui à tout. Quand je suis sortie d'école de théâtre aussi, j'ai compris rapidement que les rôles ne viendraient pas, tu sais, qu'on m'offrirait pas pour plein de raisons. Là. C'était peut-être une question de talent, mais je pense aussi qu'à l'époque, il y avait une question on en était où? Je suis clairement homosexuel. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent tamiser, qui peuvent réduire, qui peuvent combattre, Moi, j'ai l'impression que j'ai joué franc jeu dès le départ. J'ai pas rien caché. Mes premiers spectacles que j'ai faits, c'était beaucoup de l'autofiction. Puis il était question d'homosexualité. Donc, je pense que j'ai pas eu tant d'opportunités que ça. Je me suis créé mes propres opportunités, mais en même temps, j'avais envie d'être courtisé. Un acteur a toujours envie d'être un peu courtisé, puis j'étais pas de genre à être courtisé. Mais donc, quand on me sollicitait, c'était toujours oui, peu importe c'était quoi. Un contrat humiliant, oui, Marie-Claude, ça me dérange pas. Je vais faire toutes les mascottes que vous voulez parce que j'ai l'impression que je suis aimé, que je suis sollicité par vous. Puis donc, mon effervescence puis mon envie de dire oui à tout, ça a fini par m'épuiser. Puis ça a fini surtout par m'amener à me demander, mais je suis pas tout ça. Tu sais, oui, je suis multiple, mais il y a des choses auxquelles j'adhère beaucoup moins, qui me représentent moins. Donc, j'ai appris, et pour moi, c'est immense, apprendre à dire non. Tantôt, je t'ai dit, quand je rencontre quelqu'un, le sourire s'impose. C'est une forme de politesse. Dire oui, c'est une forme de politesse. C'est comme quand on fait une impro, on dit oui, puis on suit l'autre. Mais apprendre à dire non, j'ai même pas encore... Je suis vraiment plus doué. Au départ, ça me faisait du mal. Là, je suis capable de dire non sans que ça me fasse de mal. Mais il y a quand même une forme de culpabilité qui perdure. Parce que souvent, quand on revient à la charge, là, je vais dire oui. Oh non, OK, oui d'abord. Le oui d'abord, là, je suis rendu au stade où je veux même plus dire oui d'abord. J'essaie de m'écouter parce que, tu le sais, plus on est sollicité, et plus les sollicitations arrivent. Oui, c'est ça, c'est un effet. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Oui, c'est pour ça qu'il y a des périodes où on nous voit partout. Puis après ça, c'est plus tranquille parce que dans ces périodes-là, on nous voit, donc on veut nous revoir. Je sais, c'est...
Parce que des gens, des fois, disent « Ah, c'est drôle, telle personne était là. Oui, mais c'est parce que là, elle lance un livre, puis là, ben, finalement, on l'a entendu, on trouve ça bon, on veut que... » Puis c'est dur de dire non, parce que tu fais aussi la promotion d'un paquet de choses, tu sais. Il y a de ça, puis il y a aussi, un point de vue plus émotif, il y a aussi la peur de se dire « On va m'oublier. » Moi, quand on m'a offert cette année-là, j'ai passé l'audition, j'ai vu que je rentrais dans la maison des gens, puis je m'installais, puis j'aimais ça. Puis j'étais conscient que ça durerait peut-être pas. J'étais très conscient que ça pourrait être ça a été 5 ans de ma vie. Mais à travers ces 5 années-là, il est arrivé d'autres projets. J'ai fait d'autres émissions à travers ça. Je suis devenu collaborateur à d'autres émissions. Autant sucré-salé que Bonsoir, bonsoir. Ce qui est assez rare quand même de se promener autant. Oui, parce que les 2 émissions presque en compétition dans les 2 grandes chaînes. Tu sais, les émissions d'été où on met en valeur la culture, entre autres. Et je fais les 2 depuis 5 ans. C'est quand même un peu étonnant qu'on m'ait accepté. Puis je fais, mais moi, je me sens autant à l'aise à TVA qu'à Télé-Québec où j'ai commencé, qu'à Radio-Canada ou qu'à Crave Nouveau où j'ai beaucoup de séries télé ou à Big Brother. Je me sens... J'avais ma professeure de comédie classique, elle s'appelait Joanne Fontaine. Tu t'en rappelles sans doute, c'est une femme colorée que j'aimais beaucoup. C'était pas une prof incroyable, parce que des fois, elle était pas pédagogue, mais moi, là, je l'ai tellement aimée, Joanne, là. Puis elle disait parfois « guidoune public ». Guidoune public. Ça veut dire, tu sais, va charmer le public. Puis son jargon m'est rentré dans le cœur, puis souvent, je dis ça, moi, j'ai un côté guidoune. J'aime ça, tu sais, aller à TVA, aller à Radio-Canada. Je guidoune partout, puis je suis bien partout. Je me sens à ma place. C'est comme si je m'invitais... En tout cas, je me sens convié. Je m'invite pas là. Je me sens convié, mais je prends mes aises partout en étant moi-même. Mais je trouve que ça va avec tout ce que tu fais. Tu fais tellement de choses. Je disais, on peut juste voir comme un angle à la fois, tellement il y a un paquet de choses, mais c'est la même affaire. Tu t'arrêtes pas à une chose, tu t'arrêtes pas à un public, un diffuseur. Exact. Tu veux parler au monde. Je veux parler au monde. Toi, il n'y a pas de barrière entre le monde, quelle clientèle, quel âge. Tu veux parler au monde. Exact. Puis tu sais, quand j'ai commencé à sucré-salé, tu sais, moi, je venais beaucoup de cette année-là qui était un peu plus pointue. Je parlais beaucoup de littérature, tu sais, je parlais de littérature parfois plus pointue, vraiment. Tu sais, pas élitiste, mais... Parce que je suis très, très populaire aussi. Moi, j'embrasse vraiment mon côté populaire, ma culture pop. Mais tu peux être élitiste aussi. Je peux être élitiste aussi. Tu sais, mon auteur préféré, c'est Violette Leduc, qui est vraiment pas quelqu'un de très populaire. Donc, tu sais, puis j'en parle beaucoup. Et j'aime ça, avoir ces références-là, de passer de Céline Dion à Violette Leduc dans la même phrase, c'est moi ça. Et donc... Quand j'ai commencé Sucré-Salé, on m'a dit « Mais là, t'es pas le gars de Télé-Québec. » Non, mais le gars de TVA, il est là. J'ai carburé toute ma vie à TVA. J'écoutais Chambre en ville religieusement quand j'étais jeune. C'est dans mon sang, c'est dans mon ADN. J'ai été curieux toute mon enfance. J'ai lu de tout. J'ai tout écouté, ce que je pouvais écouter. Je suis multiple. Et donc, je me trouve sur mon X. Fait qu'on n'a pas besoin de dire on veut pas le gars de Télé-Québec. Non, si. On veut Simon. On veut ce gars-là qui carbure à tout, là. À la curiosité, puis qui a préservé l'émerveillement, qui est capable d'être devant un artiste qui reçoit, puis d'être sincèrement étonné, puis surpris, puis vouloir assimiler ce que l'autre lui propose. J'aime ça entendre ça, Simon, parce que, tu sais, moi, des fois, on me reproche ça d'être comme admirative du talent des autres. Et moi, je ne me censure pas. Je suis pas en train de me dire qu'est-ce que les autres vont dire. Non, moi, je suis en train de dire ce que je pense de la personne qui est devant moi. Puis, tu sais, moi, j'aime le talent, j'aime la rigueur, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les gens qui m'amènent dans des zones que je découvre moi-même presque. Alors, si je les ai devant moi, je peux pas être neutre. C'est la position neutre, je l'aime pas, cette position-là, moi. Je suis tellement d'accord. Puis, moi, on me disait beaucoup, quand j'ai commencé cette année, on disait... Le fan Simon Blais. Mais je pense pas que je suis fan, je pense que je suis admiratif. C'est une grande différence. Je suis capable d'admirer le travail de l'autre, mais sans le fanatisme, il y a quelque chose de pas sain du tout. Puis moi, je pense que j'admire de façon très saine, à part quand je mets mes initiales dans la marge où je suis jaloux. Mais sinon... Mais en même temps, si tu rencontrais cette personne-là qui a écrit cette phrase-là, tu serais admiratif de cette personne-là. Si je mets mes initiales, c'est parce que je suis d'accord que j'endosse l'idée qui est... Non, mais on aime ça. On a besoin des gens comme toi, parce que ça il n'y a pas de cynisme. Non. Il y a tellement de cynisme ailleurs, il y a tellement de gens qui sont cyniques que des fois, on n'est plus habitué à
juste l'ouverture à l'autre sans... Parce que le cynisme, c'est une forme de jugement là-dedans, des gens Totalement. partant. Moi, j'adore l'ironie. C'est pas du tout la même chose. Je suis capable de me moquer en disant le contraire par humour. Le cynisme, c'est vraiment l'opposé de ce que je suis. Complètement. Ah, moi, le cynisme, pour moi, c'est comme un voile noir par-dessus quelque chose. C'est pas quelque chose qui va me faire sourire, le cynisme. On n'avancera jamais en étant cynique. Non, absolument. On va juste reculer. J'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger. Simon, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis sur ne pas déranger. Je vais me mettre en mode avion. Tiens, on va. Là, si ça... Prochaine étape, elle met dans l'aquarium. Ben là, écoute, il y a quelqu'un qui veut nous parler peut-être de l'au-delà. Niveau jaune, Simon, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Là, je ne regarderai pas. J'ai appris de mes erreurs. Ben non, c'est pas grave. Je t'en donne 5. Oui. C'est ça, parfait. Non, 4. Il y en a 5. Okay. Non, mais je me dis, si quelqu'un voyait tantôt, je suis sûre qu'il l'aurait dit, oui, mais là, il a brassé à l'envers. Fait que non. Là, tu les as brassés parfaitement correct. Yeah. Alors, t'en choisis une, j'en choisis une. Quel est ton plus grand complexe? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever? Et à quel moment as-tu pris des risques dans ta vie? Ben écoute, à quel moment tu as pris des risques dans ta vie? Je pense que Big Brother, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque parce que j'étais pas en mal de lumière. Puis je pense que pour certains... En tout cas, dans l'esprit des gens, Big Brother, ça peut être, on est moins sollicité, on a envie de se retrouver devant les caméras. Moi, j'avais pas ce désir-là. Puis même, peut-être que ça va s'essouffler, et ça va forcément s'essouffler, l'intérêt qu'on a à mon égard. Je suis conscient que ça va arriver. Puis je pense que j'ai tellement tablé sur autre chose que ma présence médiatique que je pense vraiment que je vais bien m'en tirer parce que je vais miser sur l'écriture qui est déjà dans ma vie puis qui est constant. C'est constant dans ma vie. Donc, faire Big Brother, accepter Big Brother, c'était sortir de mon... de ma sauvagerie. C'est le mot que j'utilise parce que je suis vraiment sauvage quand je travaille. Je vois personne. Je suis beaucoup dans le silence. On pourrait penser que j'écoute juste du Rihanna Oui, j'en écoute pour m'étirer le corps un peu, mais de façon générale, je suis dans le silence, devant mon ordi, entouré de livres, en train de lire plein de choses à la fois. Puis quand mon amoureux débarque dans la cuisine, puis des fois, qu'est-ce que tu veux? Je peux être très bête parce que je suis dans une bulle de créativité. Puis c'est très absorbant. Puis donc, me mettre comme ça dans Big Brother, une émission où je suis toujours filmé, où j'ai pas accès à ma créativité, ça a été dur. Je pense que c'est la partie la plus difficile. C'est un défi pour moi, de mettre sur pause mon effervescence créatrice, puis d'accepter de jouer à un jeu qui prendrait toute la place dans ma vie. Mais moi, je suis un gars ludique. J'aime ça jouer à des jeux. J'aime ça jouer à des jeux quand c'est, mettons, des jeux culturels. Là, c'est un jeu stratégique. Moi, je suis conscient que je suis pas un gars super stratégique dans la vie. Je suis pas bon pour mentir. Puis je suis pas ben bon non plus pour garder des secrets. donc c'était vraiment un vrai défi pour moi. Puis je trouve que je suis content, tu sais, mettons là, au crépuscule de ma vie, je serais content de m'être dit, j'aurais fait une télé-réalité, ce qui est, moi qui est un grand consommateur de télé-réalité, mais qui s'est jamais projeté là-dedans. Jamais. Tu te voyais pas, quand t'écoutais Big Brother, tu disais pas... Non, j'ai pas eu le fantasme de me projeter on ne verra pas à Survivor Québec. Hey boy, non. J'adore le regarder, mais je pourrais pas aller faire ça, c'est impossible. Je suis quand même un peu douillet, tu sais, je suis... mon sommeil, c'est la chose la plus importante, parce que pour créer autant, je carbure beaucoup. Le sommeil est super important dans ma vie, c'est très réparateur. Puis Big Brother, ça me faisait peur de dormir dans un dortoir avec des gens qui ronflaient. J'ai trouvé ça compliqué, vraiment. Puis bon, j'ai bien récupéré. En sortant, j'ai dormi vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de cette expérience-là? Mais je sais que c'est niaiseux, mais c'est vraiment le sommeil. C'est la chose que je craignais le plus. Puis avant de rentrer, on rencontre une psychologue. Puis peux-tu croire, Marc-Claude, que je n'avais jamais vu de psychologue dans ma vie? Ça m'était jamais arrivé. C'était pas par manque d'intérêt, là. C'est comme j'ai l'impression que je me sentais pas carencé au niveau de dire les choses. Parce que l'écriture a tellement été facile pour moi, en tout cas spontanée. Je sais pas si ça a été facile, mais ça a été assez naturel d'aller dans l'écriture et de tout révéler, mes parts d'ombre, révéler des choses pas belles. Donc, je suis pas si convaincu que l'écriture est forcément thérapeutique.
mais je pense qu'elle peut l'être. Puis dans mon cas, même quand j'écris de la fiction totale, je répare des choses, je libère des choses. Donc, j'ai l'impression que j'avais pas tant de désir de rencontrer une psychologue parce que j'avais vidangé le plus de choses par l'écriture. Puis là, j'ai fait « Hey, j'ai une belle opportunité. » Puis là, elle me disait « Ça va être quoi tes plus grands défis? » Puis je disais tout le temps, le sommeil. Le sommeil, elle dit, mais oui, je comprends le sommeil, mais non, c'est le sommeil. J'aime les gens, ça va bien aller. J'ai pas peur de ce que je vais dire. Je suis quelqu'un de civilisé. Je pense pas que je vais faire du mal à quelqu'un, ça m'étonnerait. Puis je suis prêt à ce qu'on me poignarde. Je sais que c'est ça le jeu, puis je vais trouver ça drôle. Et j'ai trouvé ça drôle. Quand j'ai vu les épisodes, j'ai pas trouvé ça douloureux. J'ai pas de blessure, de rejet, tant que ça, alors que j'ai été très rejeté. Je me suis tellement senti beaucoup aimé que j'ai pu ça. J'ai cautérisé. On n'écrit pas sur des plaies ouvertes, mais je pense que j'aurais pas pu aller là avec des plaies ouvertes non plus. Je comprends. Moi, on m'a beaucoup dit, Big Brother, c'est comme une cour de récréation, mais en tant qu'adulte. Puis l'adulte, en moi, est solide. Quand même plus solide que je pense. Donc, tu n'as pas continué à consulter après? Non. Puis ça veut pas dire que peut-être que ça viendra mais pour peut-être. Le moment... Pour le moment, je te dirais que tout ce que ça a changé, c'est que ça a interrompu ma créativité. Puis là, j'ai eu de la misère à me remettre dans le bain. Ça fait quelques mois déjà que je suis sortie, puis la créativité n'est plus aussi échevelée qu'avant. Et donc, j'ai besoin... Ben, je pense que c'est sain. Ben oui, c'est ça, je me sain. disais. C'est sain parce que c'était presque malsain de créer, d'avoir, tu sais, moi, j'avais 8 projets que je venais de front, puis ma journée commençait tôt, terminait tard, puis j'aimais ça, ne pas voir le temps passer, puis avoir 3 tournages dans la journée, puis écrire dans le transport en commun. C'est ma vie, ça. Je rentabilise tout le temps. Puis là, depuis que je suis sortie, je rentabilise plus rien. J'ai juste envie de lire puis de faire mon pacha. Puis je pense que c'est une bonne chose. Mon amoureux est très heureux de ça. Il dit, ben, il sentait que ça allait modifier mon rythme et ça l'a fait. Donc, je me suis mis en danger, puis ça a affecté ma créativité, puis c'est une bonne chose. Ben, j'espère que ça va revenir. Mais je veux pas que ça revienne comme avant. Il y aura le avant et le après. Je pense que ton corps a aimé ça. Mon corps a aimé ça. Mon corps a dit, tu peux être dans l'indolence. Ce que je ne vivais pas beaucoup depuis quelques années, là. Tu sais, je te disais que j'aime ça dire oui. Même quand je dis non, il y a beaucoup de oui que j'ai énoncé. Donc, ça veut dire répondre à beaucoup de demandes. Puis, ça veut aussi dire aller vers une forme d'épuisement. En tout cas, ou une forme de... C'est quoi la première chose que tu mets de côté? C'est ta vie de couple. Oui. C'est ta famille et tes amis. Donc, j'étais vraiment un workaholic. J'étais un travailleur acharné, puis même quand j'ai appris le mot, j'ai fait « Ah, c'est moi, je suis un précrastinateur. » Le contraire d'un procrastinateur. Donc, quand on me dit dans 2 semaines, tu as une chronique, je vais la faire le plus tôt possible. J'ai une chronique là, à Salut Bonjour, je l'ai appris hier, je l'ai livrée 3 heures après. J'ai choisi mon sujet. Tu comprends pourquoi on te veut aussi chroniqueur partout? Ben parce que je suis efficace. Parce que t'es efficace et t'es pertinent. Je veux dire, t'as des bonnes chroniques, puis tu sais, c'est rare, là. Ce que tu viens de dire, habituellement, on est bon, il me reste 3 heures. Mais je trouve ça normal, puis je trouve ça sain d'être comme ça. Oui, mais sauf que c'est rassurant pour les équipes d'être comme tu es, là. Oui. Parce que si tu demandes à Simon, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Mais là, tu vas peut-être moins l'avoir qu'avant. Non, mais c'est sain, tant mieux. Oui. La question que je choisis, quel est ton plus grand complexe? Ça peut être autant intellectuel que physique. Ben, je vais aller avec le physique. C'est dommage. Hein? On dirait que j'ai beaucoup d'amour à mon égard pour tout ce qui est de ma vivacité d'esprit. Pourtant, j'ai des lacunes. J'ai plein de lacunes. Des fois, je sais que je suis pas la personne la plus intelligente, vraiment pas. Mais j'ai une intelligence émotive, sensible, vraiment développée, ce qui me permet beaucoup l'écriture. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un de très analytique comme d'autres. Tu sais, mon amoureux, moi, c'est un ingénieur. Puis quand je vois son esprit, je fais « Oh mon Dieu, il est moins instinctif que moi. » Mais je trouve ça me... Mais je suis pas complexé de ça. Alors que physiquement, oui, j'ai des complexes physiques. Même encore là, je suis de plus en plus en paix avec mes complexes physiques. Tu sais, même... Bon, j'ai des petites mains, j'ai des bonnes cuisses de danseur. Tu sais, j'ai fait beaucoup de ballet classique quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai vraiment les cuisses très, très musclées. Puis je voyais des gens qui avaient de toutes petites cuisses. Puis moi, j'ai des problèmes alimentaires vraiment beaucoup au secondaire. J'étais un enfant très rond.
pendant toute mon... à partir de 3e année jusqu'à 6e année, j'étais très, très, très rond. Puis je pense pas que j'étais si malheureux que ça, mais j'étais mal à l'aise avec le regard des autres. Tu sais, des fois, tu sais à quel point que c'est une phrase que tu entends qui se dépose en toi. Puis il y avait une grande tante. On était chez ma grand-maman Janine, puis elle avait dit « Mon Dieu, qui ressemble à Yves, mon oncle, Yves, en plus gras. » Mais tu sais, je me rappelle comment elle l'a dit « En plus gras. » Puis le mot « gras » m'est resté là tellement longtemps. Là, puis j'étais comme obsédée par ça. Puis tu sais, j'y en veux pas. Il n'y avait aucune méchanceté. Puis elle avait raison. J'étais Yves en plus gras, mais ça m'a joué dans la tête tellement longtemps. Puis quand je suis arrivée au secondaire, je changeais d'école. Puis ça faisait 1 an que j'essayais de perdre du poids, puis ça marchait pas. Puis donc, j'ai eu des vrais problèmes alimentaires avant d'arriver au secondaire. J'ai eu de la boulimie, puis de l'anorexie, puis je suis rentrée vraiment mince à l'école en me disant « On va arrêter de rire de moi ». Parce qu'à l'école, on m'appelait beaucoup Bouboule. Tu sais, Boulerice, Bouboule, c'était prévisible, mais c'était blessant. C'était quand même blessant. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus en paix qu'on m'appelle Bouboule. Là. Mais mon son nom, c'est la petite boule de riz, puis j'aime beaucoup ça. Boulerice, la petite boule de riz, j'adore ça. Mais ça a été dur. Donc, je suis rentrée à l'école en pensant que ça allait me sauver, puis finalement... ça a été de l'homophobie pendant 5 ans. Mais de l'homophobie vraiment crasse, vraiment sournoise. C'était pas devant tout le monde des mots blessants, mais c'était très... Il y a un gars, là, et ça m'a obsédé toute ma vie. Il passait près de moi dans mon oreille, puis il me disait tout le temps « Salut ma petite tapette ». C'est tellement pernicieux, là, ça, Marie-Claude, quand t'entends chaque matin quelqu'un qui te sourit, fait un beau sourire, puis qui t'humilie de façon sournoise, parce que c'est pas... Je vivais ça un peu dans le secret, puis c'était pas une personne. Il y en avait plusieurs, mais lui, c'est que c'était chaque matin. Puis chaque fois qu'on se croisait dans le corridor, c'était la même chose. Puis le pire, c'est que c'était pas un... J'aimerais ça dire, c'était un gars qui était stupide. Non, c'était un gars qui était brillant, qui a fait des belles études. Je l'ai stalké sur Facebook dernièrement, puis j'ai fait « Oh, la belle famille! » Je regarde ses filles, puis je regarde... Mais t'aurais-tu envie de l'appeler? J'écris sur lui présentement parce que je pense beaucoup à ces... Tu sais, je pense que je suis pas mal réparé. Mais tu vois, une fois, j'étais à une émission qui s'appelait Les Échangistes avec Penelope McQuaid. Ouais. Puis j'avais parlé de l'intimidation que j'avais vécue par rapport à l'homophobie. Ce qui n'est pas un complexe, mais par rapport quand même, le complexe, c'était d'abord mon corps. Et j'avais parlé de ça, l'intimidation que j'avais vécue. Puis elle m'avait contacté en me disant « Hey, est-ce que j'étais de celle qui t'intimide? On dirait que le chapeau pourrait me faire. » Elle a senti que le chapeau... Puis j'ai fait « Est-ce que je mens? » Non. Je vais y dire. Oui, ça te concerne, toi et tant d'autres, mais oui, je me rappelle très, très bien de ce que tu m'as dit, à quel endroit, puis comment ça m'a fait brailler. Puis elle s'est excusée. On ne s'est pas parlé au téléphone, mais elle m'a écrit, puis j'ai juste dit, je vois que tu as 2 beaux garçons. J'espère juste que ça va stopper, cette chaîne de haine. J'espère juste que tu vas être vigilante pour pas qu'ils reproduisent ce que toi, tu as pu faire à mon endroit. C'est quelqu'un qui t'a intimidé à l'école. Quelqu'un qui m'a intimidé à l'école. Oui. Puis donc, je suis convaincu que ce gars-là, le gars dont je te parlais, là, je suis convaincu qu'on aurait une belle discussion. Puis probablement qu'il s'en voudrait, puis pour lui, ben j'espère. Est-ce que ça serait, tu dis que ça va, mais est-ce que ça serait quand même réparateur? Oui. Parce que c'est une blessure que tu portes. Assurément. Ça serait réparateur. Je pense pas que je suis cassé, mais ça viendrait cautériser un peu plus. Ça viendrait juste, c'est comme un petit onguent. C'est comme un petit onguent pour être sûr qu'il reste moins de cicatrices. Parce que je suis convaincu que ça s'est refermé. Je suis pas tant fragile que ça. Je sais que j'ai l'air tout le temps plus fragile que ce que je suis. Non, mais peut-être que lui aussi, des fois, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, de comprendre, ça a été quoi, lui, sa suite? Il est conscient de ce qu'il a fait, là. Il le fait tous les jours, là. C'est sorti de sa bouche, de sa tête, là. Je veux dire... Et je sais même pas s'il en est conscient. Tu sais, des fois, je me demande même, est-ce que... Mais vous étiez au secondaire. J'étais au secondaire. Ben, puis si tu l'as dit tous les jours, je veux dire, ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'il te voit, là, puis qu'il dit pas, hey, ça se peut pas. Ouais. Moi, je veux dire, on peut pas être, à moins qu'il soit amnésique, là, mais ça, ceux qui ont intimidé le savent ce qu'ils ont fait. Oui. Moi, tu vois, j'ai été blessant une fois en 5e année avec un garçon.
parce que j'ai ri sur son poids alors que j'étais moi-même gros. J'avais juste envie de déplacer, de juste faire ricochet. Puis j'avais fait rire tout le monde dans la cour de récré, puis j'y ai repensé pendant des années. Puis j'ai fini par m'excuser. D'ailleurs, je m'étais excusé à lui. Puis tu vois, donc je pense qu'on n'oublie pas quand... J'ose croire que quand tu es intimide, tu le sais que tu as franchi une limite. Puis je l'avais franchi cette fois-là. Puis... je repense souvent à comment j'ai été blessant avec lui juste pour pas que le follow spot soit sur moi. Je déplaçais le projecteur. Regardez, je suis pas tout seul. Puis là, je l'avais imité. Puis ça avait fait rire le monde. Puis je m'en veux. Ce qu'on peut se demander, tu sais, le gars qui disait ça tous les matins, qu'est-ce qu'il allait chercher avec ça? C'était quoi sa satisfaction dans ça, dans la répétition? Tu sais, une fois, c'est déjà énorme. Avoir le dessus, tu sais, c'est avoir... Forcément, c'est se dire, j'ai le dessus sur lui. Parce que il frappait là où ça faisait mal. Il savait que... Puis, tu sais, j'aurais aimé ça avoir de la répartie. Tu sais, j'entends beaucoup des histoires, là, tu sais, mettons, comme Mona de Grenoble ou tant d'autres, tu sais, des gens qui sont capables d'avoir une répartie vive, puis d'être capables d'être cinglants, puis de... Moi, j'étais démuni. Tu sais, on pourrait penser que l'écriture était mon terreau, puis donc que la parole, moi qui étais plutôt habile avec la parole, j'étais incapable de répliquer autre chose que fuck you, va chier. C'était marmonné, j'étais juste dépourvu, démuni. On dirait que j'ai de la peine autant pour ce que j'ai vécu, mais aussi pour la façon que j'ai géré ça. Le dire à personne, puis dire... je trouve ça triste, je trouve ça infiniment triste, puis j'en suis plus là, naturellement, je suis vraiment rendu ailleurs, mais ça, ce petit Simon-là, je fais, mon Dieu, qui est démuni, mon Dieu, que... Puis, et en même temps, ça a fait en sorte... Ça a créé l'artiste que je suis devenu, parce que pour m'isoler, pour me retirer de la cour de récré, puis de la cafétéria, qui étaient mes deux lieux anxiogènes. C'est triste, oui. J'étais dans tous les comités. J'ai fait le comité mural, donc je peignais dans l'école sur l'heure du dîner. J'étais dans le comité... j'étais à la bibliothèque, j'ai travaillé à la bibliothèque pendant tous l'heure du dîner. Et donc, être entouré de livres, pour moi, j'ai associé ça à la protection. Déjà là... T'étais en sécurité avec les livres. Donc, ça m'a protégé d'une certaine façon, mais en même temps, ça m'a éloigné des autres. J'avais peur de la race humaine. Je doutais de la bienveillance ambiante. Mais j'ai eu des profs. Et c'est pour ça que, tu sais, on dirait quand cette carte-là, là, on dirait que les gens qui m'ont marqué, ça sera tout le temps les professeurs. Les professeurs qui voyaient, qui... J'ai même eu une prof, ça, c'est incroyable. C'est qu'on est dans les... Je veux juste mettre en contexte, on est dans les années 90, puis on parle très, très peu... Il n'y a pas le mot intimidation. Puis il n'y a même pas... Quand on parle d'homophobie, on dirait qu'il n'y a pas de punition, il y a pas de... C'est tout en toute impunité, on pouvait dire, hey, je ne veux pas répéter les mots, mais c'était blessant tout le temps. Puis j'ai une prof d'écologie qui, pour elle, c'était une fin de non-recevoir, qui, un jour, elle entend un mot, elle dit « pardon », puis elle a fait venir le gars à l'extérieur dans le corridor, puis elle a dit « excuse-toi, c'est inacceptable ». Et je me rappelle, j'étais mal à l'aise, je me mais il n'y a pas à s'excuser pour ça, c'est tellement normal. Je me rappelle m'être dit ça. Puis c'est donc elle qui me disait « non, c'est inacceptable ». Et cette professeure-là, c'est une des personnes qui m'a fait du bien. Il y a un matin, là, à l'école, je faisais Expo Science, une expo sur les singes. Puis dans la cour de récré, il y a un garçon qui est arrivé avec un gâteau de Joe Louis puis qui me l'a écrasé dans la chevelure. Puis tu sais, écrasé, là, comme s'il me shampoing. C'était presque tendre. Il faisait comme un shampoing avec le gâteau préemballé. Puis là, moi, je sais que je m'en vais faire... j'ai un livre pour aller faire mon exposition à Longueuil. Moi, je viens de Saint-Rémy. Puis là, je fais, que va-t-il se passer? Puis là, Odette, elle me voit. Puis elle fait, je vais te faire un shampoing. Elle m'a lavé les cheveux dans le local d'écologie avec du savon. Puis je la voyais tellement émue. Puis moi, c'était comme mon quotidien. C'était pas si grave que ça. C'était juste la situation. C'est pas la bonne journée pour me faire ça. C'est horrible, hein? Puis c'est à travers ses yeux que j'ai appris à mettre des limites. De faire, je n'ai pas accepté ça. Donc, c'est beaucoup des profs qui ont parlé pour moi parce que j'étais pas outillé, parce que j'étais pas assez solide. Puis... Est-ce que tu en parlais à la maison? Non. Non. Ça veut dire là, qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui vivent ça. Ben oui. Puis les enfants n'en parlent pas. Pourquoi tu n'en parlais pas? La honte. La honte de se dire, mes parents vont tellement être déçus de savoir qu'ils ont mis au monde un petit gars qui n'est pas assez fort, qui n'est pas capable de se défendre, qui n'est pas capable de répliquer. Je savais que j'étais démuni, puis je trouvais pas
j'avais pas ces aptitudes-là, puis je me disais, je vais juste les décevoir. Puis j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, vraiment beaucoup, donc qui n'étaient pas tant présents à la maison parce que mon père avait 2 jobs. Il travaillait à l'usine, souvent de nuit, il était fatigué. Puis en plus, il y avait le club vidéo de mes parents. Ma mère travaillait dans un club vidéo qu'elle avait acheté. Mon père travaillait avec lui, donc il travaillait pas mal tout le temps. Puis d'ailleurs, moi-même, je travaillais au club vidéo. C'était un lieu dans lequel j'étais bien, mais j'étais bien jusqu'à temps que quelqu'un rentre. J'étais dans mon territoire, puis quand rentrait un de mes intimidateurs, je me rappelle que je voulais pas me promener dans le club vidéo, je devais aller rapporter les petites pinouches, là, les velcro. Oui. Ça me stressait s'il y avait, parce que c'était tous des gars qui venaient au club vidéo de mes parents, là, puis je devais aller reporter, puis j'avais peur, même sur mon terrain à moi. C'était mon terrain. C'est comme la peur, c'était un moteur. Je dirais pas un moteur, mais c'est quelque chose que tu ressentais souvent. Ah oui. La peur cohabitait beaucoup avec toi. Oui, chaque jour. Me lever pour aller à l'école, c'était prêter flanc à de la méchanceté. Toujours. Jusqu'en secondaire 5. Secondaire 5, j'ai senti que le vent tournait. Mais c'est long. C'est long. C'est tellement long. Puis il y a tellement beaucoup de gens qui se disent ça va être comme ça toute ma vie. Moi, je me disais tout le temps, je sais pas ça me vient d'où. Je me disais, c'est temporaire. Les belles choses viendront. Et je sais pas ça me vient d'où. C'est instinctif, ça. Je me disais, les belles choses viendront. J'étais convaincu de ça. Puis, forcé d'admettre que j'avais raison. Là, les belles choses sont vraiment venues. Mais il y a plein de gens, il y a plein d'enfants qui se disent pas ça, qui ont pas c'est pas de la résilience, je sais pas c'est quoi. C'est comme une conviction étonnante qui sort de nulle part. C'est presque de la candeur de se dire, les choses viendront. Ma vie ne sera pas ça. Ma vie ne se résumera pas à ce morceau de ma vie. Ouais. Je me rappelle, ma mère m'avait dit à un moment donné, ça m'a marqué. Là, tu es en train de vivre les plus belles années de ta vie. Tu vas voir qu'après ça, c'est essoufflant. Puis là, je me dis, quoi? Ça m'a fait peur. C'est les plus belles années de ma vie présentement. Moi, je sentais que ça se pouvait pas. Il y a une part de moi que ça se peut pas. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai fait, c'est possible d'être entouré d'hurluberlus comme moi, puis de gens qui partagent les passions qui m'habitent. Puis surtout, de me sentir aimé dans mon cercle je me sentais protégé là, quand je suis arrivé au cégep. Ça a été un tournant. Puis tout de suite, je me suis habillé comme je voulais. J'ai pu être totalement moi-même. J'étais plus préoccupé par tous les complexes qui m'habitaient, de cacher tout ce qui pouvait dépasser. Toute ma vie, j'ai essayé de masquer, d'être le plus petit possible, de prendre le moins de place possible. Puis là, j'ai explosé. Comme si tes complexes, ils venaient pas de l'intérieur, ils venaient de l'extérieur. Oui. Ils étaient dans le regard des autres, tes complètement. Complexes. Complètement, parce que moi, j'étais plutôt en paix, avec même... Tu sais, quand je regarde, mon père avait une vidéo, une caméra, les petites mini DV. Là. Ouais. Il filmait à Noël, puis je me vois, là, guidoune, là, de faire « Allô! » Mon père filmait, j'étais tout le temps en train de faire des roues, puis en train de saluer, puis j'étais tellement content de vivre, mon Dieu. Puis je me regardais à la télé, mon père filmait, puis là, je me regardais, puis j'étais en paix avec ce gars-là. Je me trouvais drôle, je me trouvais sympathique. Puis c'est dans les yeux des autres que non, je suis pas cool, OK? C'est par les yeux des autres. C'est au contact des autres. Et quand tes parents ont compris que tu te faisais intimider, ils ont réagi comment? Je pense qu'ils l'ont su rétrospectivement. Vraiment après. C'était fini quand ils l'ont su. C'était fini. J'étais plus à cette école-là. J'étais plus adolescent. J'étais rendu 17 ans. Moi, j'ai quitté à 17 ans pour aller au cégep. J'étais arrivé à Montréal, au cégep de Saint-Laurent. Puis là, c'était fini. Puis c'est peut-être plus là, je pense qu'ils l'ont su. Avec le recul, est-ce que t'aurais dû en parler pendant que tu le vivais? Oui, assurément, parce que c'était lourd pour rien. Je sais pas ce qu'ils auraient fait, mes parents, mais mes parents, c'est des gens aimants. Ils auraient fait la chose, ils auraient réagi. Je sais pas comment ils auraient réagi, mais je sais que ils auraient réagi. Je pense que j'aurais dû le dire. Je crois. Je suis même pas si sûr que ça, tu vois. Je voulais pas les déranger aussi. Puis ça me plaît. Il y a une partie de moi, c'est pas beau ce que je vais dire, il y a une partie de moi qui est contente, cette partie-là, de ne pas les avoir dérangés avec ça, de dire, ils ont leur vie d'adulte ou ils ont des comptes à payer. Je sens qu'ils sont préoccupés par le club vidéo. Avoir un commerce, c'est exigeant. Je le voyais que mes parents, ça les drainait. Puis mon père qui travaillait tellement. Donc, j'étais témoin de tout ça. Fait que toi, dans le fond, tu te mettais après le club vidéo. Oui. Les priorités de tes parents. Oui, je voulais pas déranger. J'ai jamais voulu déranger. J'ai ça déranger. Encore, t'es encore comme ça? Ah oui. Est-ce que toi, on peut te déranger? Pas trop.
Pas trop. Déranger dans le privé, là, mettons, j'ai pas tant d'amis où j'accourais. Tu sais, la fameuse on t'appelle la nuit puis t'accours. Et vice-versa, là, j'ai l'impression que j'ai peut-être 4 ou 5 amis que je prendrais un taxi puis j'accourrais. Mais il y a beaucoup de gens, je ferais « Oh, je répondrais peut-être pas. » Mon téléphone est tout le temps fermé de toute façon. J'aime ça. J'aime ça, ne pas être tout le temps rejoignable. Mon téléphone est toujours sur silencieux, toujours mode avion. Là, moi, je suis vraiment mode avion tout le temps. Je vais beaucoup au théâtre puis j'ai tellement peur que ça dérange que j'ai tout le temps mis mode avion. Je préfère manquer des appels. Mais moi, la différence, c'est que j'ai pas d'enfants. Quand t'as des enfants, t'as comme un... Je pense que t'es alerte. Oui. Moi, j'ai pas... C'est un mode éveil tout le temps. Je n'ai pas cet éveil-là. Ouais, donc, moi, ça ça veut dire ne me dérangez pas. Qu'est-ce qui est tant urgent? Oui, je comprends. C'est ça. Il y a personne qui dépend de toi. Exact. Non, c'est vrai que les enfants, ça change la donne. On dirait qu'il faut tout d'un coup, il faut être rejoignable partout. Ouais. Puis, niveau rouge, Simon? Oui! Je te laisse me donner 3 questions. Je parle beaucoup. Tu parles tellement. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Je veux pas déranger. Tu parles absolument pas trop. Tu parles, tu dis ce que tu as à dire et c'est ce qu'on veut ici. Puis, tiens, changer d'idée. Celle-là. Merci. À quoi as-tu dû renoncer au cours de ta vie? OK. Comment arrive-t-on à guérir de l'intimidation? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Puis, regarde, je veux qu'on sorte la prochaine question. Ouais. On va les mettre les 4. Parfait, on va mettre les 4. Parce que comment as-tu vécu l'anorexie? C'est drôle parce que c'est celle-là que j'ai voulu prendre en premier. Puis je me suis comme rétracté à la fin. Je vais être, oh non, pas celle-là. Mais je vois, c'est celle-là. Ouais, OK, mais moi, je vais répondre à celle-là en premier, OK? Oui. Ouais. Celle-là étant, as-tu négligé certains aspects de ta vie? Oui. Il y a comme une partie de moi, je suis pas un gars fêtard. Je sais que j'ai l'air festif. T'as l'air festif j'ai l'air quand même. festif. Ouais. Je suis un gars festif. Tu sais, mettons, il y a du Rihanna qui va jouer. J'aime ça, Rihanna. Pour moi, c'est comme l'incarnation de on danse comme si personne nous regardait. On danse pas beau, pas belle. J'adore ça. Danser pour le fun. Et j'aime ça. Ça me représente. Tu sais, danser, là, tu mets ta sacoche à terre puis tu danses comme s'il n'y avait pas de lendemain puis tu te contrefiches de ce que les gens vont penser de toi. J'ai beaucoup ça en moi. Mais n'empêche que je suis un gars qui est très casanier. Et donc, ma vie de jeune homosexuel, il y a beaucoup de gens, quand ils ont 18, 19 ans, là, ils sortent beaucoup dans les bars, ils font la fête. Cette liberté-là, pour moi, c'est comme la quintessence de « il n'y a pas de lendemain ». Moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Puis c'est comme si des fois, quand je vois par procuration, je le vis par procuration en regardant une série télé ou je suis envieux. Je suis envieux de faire « Hey, je passais à côté de ça parce que j'aime pas l'alcool. » C'est pas parce que je tolère mal l'alcool. Je n'aime pas l'alcool. J'ai jamais aimé le goût. J'aime ça perdre le contrôle. Moi, je suis... Tu sais, quand, mettons, vraiment... La vodka, ça se peut parce que c'est pas trop goûteux. Vodka canneberge, je bois, je fais des folies. Moi, tu sais, je suis comme Obélix. Là. Je suis tombé dans l'alcool peut-être quand j'étais bébé parce que rapidement, j'ai plus d'inhibition. Donc... Peut-être que je sentais que je serais monstrueux dans ce milieu-là. Donc, j'y suis pas allé. J'ai pas embarqué dans « je bois de l'alcool, puis je festoie, puis je rentre à 4 heures du matin ». J'ai pas eu cette vie-là. Puis, j'ai la nostalgie de cette époque-là que je n'ai pas, que j'aurais dû vivre davantage. J'étais sage. J'étais beaucoup tourné vers mes livres, puis je vivais tout par procuration. J'ai l'impression qu'à 17-18 ans, j'étais passé à côté de grandes œuvres. Tu sais, je connaissais pas, j'avais une prof qui avait dit « Mes 3 auteurs préférés, c'est Kundera, Kafka et Kerouac. » Puis j'ai fait « je connais pas aucun des 3, c'est terrible. » J'ai lu durant la semaine les 3 écrivains. Tu sais, j'étais comme ça. J'étais un peu bon élève, tu sais, bon élève, mais c'était pas pour être un bon élève. Mais en même temps, j'avais une grande curiosité. C'était ma curiosité. C'était ma curiosité de faire « Wow! » On parlait d'un film, je l'ai pas vu. Il y avait un club vidéo au cégep. Je regardais tous les films. J'ai tout vu. Je me rappelle, je me passais les soirées pendant que d'autres allaient fêter. Je faisais ma culture. Ça, c'était pas genre, voici les 3 bars qu'on doit connaître. J'y connais pas les bars. C'est ça. Quand on me dit quel bar, quel café, quel restaurant, j'y connais pas. Je suis à la maison en train d'écouter des films puis lire des livres. Je passais à côté. Donc, j'ai l'impression que j'ai négligé la frivolité. Ouais. Puis, je l'aime, moi, la frivolité dans la vie. Je la trouve belle. Puis, je pense que je l'ai vécue par procuration à travers les œuvres. Puis, j'en écris moi-même. Je revis. Moi, souvent, dans mes histoires, là, je suis en train d'écrire une série où il y a plein de parties. Puis,
J'en ai pas vraiment vécu de party. Je pense que j'en ai vécu 2, puis là, je suis en train de me projeter dans ces parties-là quand j'étais jeune, puis j'en ai vécu quelques-uns, des professionnels, chez Marie-Louise Arsenault. Mais tu sais, Marie-Louise Arsenault, là, c'était 2 parties par année, puis c'était les seules fois où vraiment j'allais dans des parties, puis quand ça s'est terminé, ben, peux-tu croire que depuis 5 ans, j'ai pas bu une gorgée d'alcool parce que c'est là que je buvais une fois par année. Là. Jean-Paul Daou me faisait un Cuba Libre. T'es cher ton Cuba Libre. Puis là, je buvais mon Cuba Libre. Puis là, j'étais une princesse. Puis là, je faisais des splits à bouche que veux-tu. Puis là, il y avait une colonne chez Marie-Louise Arsenault. Je faisais de la danse colonne. La danse poteau, genre? La danse poteau. C'était d'une vulgarité sans nom. Je commençais à dater mon chum. Mon chum est débarqué au party, puis il m'a vu danser avec la colonne, là, la danse poteau, puis il a fait « que c'est ça? » C'est un ingénieur minier, là. Il fait « c'est donc bien confrontant à voir Simon dans cette plénitude-là de wouhou! » Tu sais, j'ai rapidement pas d'émission, puis j'aime ce Simon-là, qui est jamais comme ça, parce que je bois pas. Mais j'ai cette... Je suis déçue C'est que t'avais l'âge, t'avais comme la période de vie. Je passais à côté. Ouais. Je passais à côté de cette frivolité-là. Puis en même temps, j'ai peut-être eu moins de lendemain de veille. Tu sais, j'en ai presque pas eu. Je pense que j'ai peut-être une fois un lendemain de veille, c'est tout. J'ai jamais vomi parce que j'ai trop bu d'alcool. Je me trouve plate, sage. Sage plate, tu sais, entre les deux. Mais il y a des petits moments, tu sais, où je me suis amusée. Je me suis quand même amusée dans la vie, là. Mais la frivolité, je trouve que je l'ai trop négligée. Le laisser aller. Il y a tellement beaucoup d'écrivains, là, mettons Bukowski, ou, qui vont loin dans leur côté dark, puis de faire... Moi, je sais que je pourrais jamais incarner cet auteur-là. Puis pourtant, j'ai plein de noirceurs, puis je les investis, ces zones de noirceur-là. Là. Mais j'aimerais ça être trash. J'ai pas ça en moi, mais j'aurais aimé ça essayer un peu plus le Simon trash. Ah, ça, c'est bon. T'as négligé ça dans ta vie. J'ai négligé ça, peux-tu croire? Je suis déçue. Ça, on répond à une seule question dans les rouges, mais j'étais quand même intéressée de t'entendre sur comment tu as vécu l'anorexie. Parce qu'on en parle moins au masculin de l'anorexie. Moi, là, secondaire 1, 2, 3, je suis dans une spirale chaque soir, je me faisais vomir. Le repas du soir, je le mangeais en famille. Quand on mangeait en famille, une fois sur deux, on était toute la famille ensemble à cause de l'horaire de mes parents. Puis ce repas-là, c'est le seul que je mangeais en famille, sinon je mangeais pas. Ou je mangeais à peine, puis tout ce que je mangeais, je me faisais vomir. Et j'étais repu de fierté de m'endormir le ventre vide. Je me rappelle, c'est ça, je me disais tout le temps, je suis repu de fierté. Puis je trouvais ça beau, je suis repu de fierté. Pas de bouffe. Pas de bouffe. Mais de fierté. Puis j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'étais souvent étourdi. Puis j'étais performant à l'école, là. Je me définissais beaucoup par la performance. C'est un cliché qu'on entend beaucoup, mais souvent, il y a de ça, il y a le contrôle, avoir le contrôle de sa vie sur ce pan-là, sur son corps et sur les notes, sur la performance scolaire. Je me définissais beaucoup par ça. J'étais tellement pas doué en amitié, j'avais peu d'amitié, j'avais peu de loisirs. J'avais pas de loisirs extérieurs. J'avais pas de permis de conduire non plus, donc j'étais beaucoup confiné à la maison. À Saint-Rémy, où j'étais, il n'y avait pas d'autobus pour s'évader à Montréal. C'était pas une possibilité. J'étais toujours à la maison. En blague, là, tu sais, quand mes parents voulaient me chicaner, ils disaient « Tu vas sortir de ta chambre. » J'étais toujours... C'était mon sanctuaire. Puis c'était ma protection. Puis c'était le lieu où je dansais. Je dansais dans ma chambre. Je dessinais dans ma chambre. J'écrivais. Je lisais. C'était un lieu artistique. Et donc, il y avait beaucoup de secrets. Mes parents ne savaient pas ce que je vivais, que je me faisais vomir non plus. Ils l'ont su vraiment après. Tu as vécu beaucoup de choses en silence. Oui, tout seul avec moi-même tout le temps. Et même ma grande sœur, ma sœur devinait certaines choses. Elle était plus présente. Mais elle avait plein d'amitié, puis elle avait une vie... Elle était très performante à l'école, mais elle avait une vie sociale immensément riche. Puis j'étais... Je pense que j'enviais aussi ça. Comment elle est tellement douée en amitié. Moi, je sais pas comment me tourner vers l'autre. Je sais pas comment être accepté par l'autre. J'avais l'impression que j'avais rien qui pouvait séduire en amitié. Et encore moins un jour sensuellement. Là, pour moi, c'était pas une possibilité. Donc, disparaître, être le plus petit possible, c'était ma voie de sortie. Et donc, ça a duré longtemps. Puis je l'ai nommé une seule fois, en secondaire 3. Il y avait une fille dans ma classe où on soupçonnait qu'elle avait des troubles alimentaires. Puis elle faisait partie d'un réseau d'amis. C'était pas des grands amis, mais c'est des gens que j'aimais beaucoup.
j'ai toujours eu l'impression que je les aimais plus qu'ils m'aimaient, mais bon, je gravitais autour d'eux. C'était comme mon cercle d'amis. Puis un jour, il y a une fille qui c'est ça, on lui dit, est-ce que tu as des troubles alimentaires? Puis elle dit non. Puis elle n'avait pas vraiment, mais elle avait une préoccupation. Puis là, j'ai comme senti, j'ai été, Marc-Claude, envieux de l'intérêt qu'ils ont eu à son endroit, de se préoccuper de sa santé. Alors que moi, à côté, personne ne se préoccupait de ma santé. Puis j'avais envie de faire, mais il y a moi derrière qui vit... Ça fait 3 ans que je vis ça, puis je ne l'ai pas dit à personne. Puis donc, je l'ai nommé à une de nos amies en commun. Et mon amie, qui était absolument brillante, hyper ouverte, elle m'a dit, mais ça se peut pas, t'es un gars. C'est sa réaction, c'est ça se peut pas, t'es un gars. Ça révèle qu'on est dans les années 90. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait pas pareil du tout, là. Mais on est en 96, 97. Pour elle, ça se peut pas. Puis, j'ai comme j'ai comme diminué. J'ai fait, oh non, t'as raison. Mais j'ai trouvé ça dur, cette réaction-là. Parce que t'ouvrais ta vulnérabilité, là. Ouais. T'ouvrais sur ton intimité, quelque chose que t'avais jamais Je pense vu. que peut-être que là, c'était comme un petit appel à l'aide, tout petit, de nommer auprès d'elle. Puis peut-être qu'il y aurait eu une discussion avec un professeur ou... Parce que tu savais là, que ça allait pas. Je savais que ça allait pas bien, puis j'étais de plus en plus faible et j'étais très petit, là. Je pesais à peu près 110 livres. Mais dans ta tête, là, ça prenait quel espace? Tout l'espace. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à m'effacer. Je voulais pas qu'on me voie. Je voulais pas... Tu voulais mourir? Est-ce que tu comprenais que ça pouvait aller là? Oui. Oui. J'ai écrit une phrase quand j'étais en secondaire 5. Cette phrase-là, je pense que c'est... Je suis plus du tout dans cet univers-là, mais c'est une phrase que je trouve encore très belle parce qu'elle est honnête, puis il n'y a pas de fioriture. J'avais écrit dans un recueil que j'ai fait lire à mon professeur. Je vais cotiser tous ceux qui m'ont fait souffrir et je vais me racheter une vie. Puis encore à ce jour, je trouve que les mots choisis sont d'une grande simplicité et sont justes. Cotiser, racheter. Puis quand je pense à ça, me racheter une vie, je pense qu'il y a une part de... Cette vie-là est pas pour moi. Cette vie-là me rend malheureux. Il y aura autre chose. Merci. Merci. Il y aura autre chose. Tu sais, quand je te disais de ma conviction, là, les belles choses viendront, c'est relié à ça. Il y avait une partie de moi qui disait, c'est des moments où j'étais plus faible, où j'ai pensé au suicide. Je me rappelle une fois, là, j'étais devant le miroir, puis je me détestais. Puis j'avais pris un couteau qui n'était pas le couteau le plus coupant, mais je pense que c'était juste... Je me regardais en me disant, est-ce que je pourrais passer à l'action? C'était juste peut-être une journée de trop, là, où ça n'avait juste aucun bon sens, comment je devais gérer de la haine. Puis je repense à ça, là, puis mon Dieu, c'est que c'est pas dans ma nature. Tu sais, pour que je me sois rendu, moi, jusque-là, je me dis, je peux tellement comprendre le désarroi humain quand on n'a pas la conviction que les belles choses viendront. Je me sens privilégié, là, moi, d'être constitué de ça, d'être capable de me dire les belles choses viendront. Imaginons les jeunes qui n'ont pas cet outil-là, puis qui vivent la violence que j'ai vécue pendant ces années-là. Et puis, une autre chose liée à ça, je l'ai souvent dit en entrevue, puis je trouve ça drôle de dire que Georges Saint-Pierre était mon collègue de classe au secondaire. C'est tout le temps étonnant. Puis un jour, j'entends Georges Saint-Pierre qui dit qu'il a vécu de l'intimidation à l'école. Probablement plus au primaire qu'au secondaire, parce que moi, je l'ai côtoyé juste au secondaire, puis j'ai pas été témoin de ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qui suis-je pour penser que lui a pas vécu ça? Je sais même pas moi, je pense que c'était évident que je vivais ça, mais peut-être que des fois, on est comme dans des silos, puis on sait pas ce que l'autre vit. J'ai l'impression que Georges, lui, il avait comme une espèce de secondaire flamboyant d'arrogance le fun, qui était bon, il était sportif, mais il en a arraché. C'est fou, ça veut dire tous les gens qui en arrachent, qu'on ne remarque pas. Donc peut-être que je passais juste constamment dans le beurre, puis que les gens que je côtoyais ont rien vu. C'est pour ça que je me dis, faut nommer, puis
oui, les campagnes contre l'intimidation. Je sais qu'il y a plein de gens qui roulent des yeux en faisant « Bon, moi, dans mon temps, il n'y avait pas... » Mais dans ton temps, tu étais peut-être malheureux, puis c'était pas... Puis oui, tu apprenais à te défendre autrement, mais il y en a qui sont pas capables de se défendre autrement. Puis c'est pas parce que tu te défends que ça va arrêter. Hein? Exactement. C'est pas la solution non plus. Je suis tellement content quand, il y a quelques années, là, j'ai fait le constat, parce que je suis porte-parole d'Interligne, je suis co-porte-parole avec 2 autres collègues, Interligne qui était anciennement Gay Écoute. Moi, je connaissais pas ça quand j'étais jeune. J'aurais appelé, mais je connaissais pas ça, donc j'aurais tellement aimé ça, avoir ce contact-là, mais je connaissais pas ça. Mais t'étais seule avec tout ça. J'étais seule. Mais avec un drame. Tu sais, quand t'es prêt à penser que peut-être la souffrance pour y mettre fin, c'est s'enlever la vie. Puis tu sais, j'avais dit dernièrement, aujourd'hui dans les écoles secondaires, là, c'est l'homophobe qu'on pointe du doigt et pas l'homosexuel. J'avais vraiment l'impression qu'on en était là, puis c'est vrai, on en était là. Puis là, ce qui me terrorise depuis 2-3 ans, c'est le ressac. Là, c'est le retour du balancier. Là, on entend dans les journaux, on lit que le mot gay revient, que l'insulte, ça redevient une insulte, se traiter du mot en F. On utilise tout ça. Puis c'est vrai, là, moi, j'écris beaucoup sur des jeunes, sur la jeunesse, et je tourne avec ces jeunes-là. Et j'entends des commentaires, je vois, puis c'est des gens dans le milieu culturel. Puis il y a quand même ce retour-là à quelque chose qui a pollué mon adolescence. Puis ça, quand je me dis « Hey, je veux pas que d'autres jeunes vivent ce que j'ai vécu dans les années 90, en 2025, ça se peut pas. Voyons donc, ça va-tu arrêter? » Puis on dirait que ça me donne envie, ça me donne le souffle pour prolonger l'engagement avec Interligne notamment, puis aussi prendre parole dans la sphère publique et à travers l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est une façon... Autant les séries télé, là, on dit tout le temps, on n'écoute plus la télé. Hey, je regrette, mais quand j'écris une série télé, ça résonne dans le cœur du monde. Je reçois plein de retours. Peut-être encore plus que les romans, c'est que les romans circulent. La pérennité est comme... ça peut toujours durer un roman. Alors qu'une série télé, c'est comme marqué dans le temps, puis ça dure... Il y a beaucoup de gens qui la regardent au même moment, puis ça a un impact. Mais tes séries télé sont un peu comme parler pour parler, je trouve. Ben, c'est un beau compliment parce que j'ai grandi devant Parler pour parler. Puis moi, j'aimais ça, ces discussions-là autour de sujets un peu tabous. Moi, de voir des séropositifs à la télé quand j'étais jeune, quand c'était hyper tabou. Oui, on avait peur de ça. Et on avait peur de ça. Mm-hmm. Moi, c'est terrible ce que je dois dire. Au secondaire, ils me demandaient qui veut faire du bénévolat auprès de séropositifs. Puis j'avais levé la main. Puis j'étais allé, puis je me disais, bon, ben, je vais sans doute l'attraper. Puis, pourtant, je savais comment ça s'attrapait, mais je me disais... Je suis homosexuel, je vais finir par l'attraper de toute façon. J'étais comme... T'avais abdiqué? J'avais abdiqué, mais c'était l'époque. Ouais, dans les années 90, on avait tellement peur du sida. Moi, ça voulait dire mon désir. Tu sais, désir égale danger. Moi, j'ai grandi avec cette peur-là. La peur de la sensualité, la peur de ma sexualité, la peur de m'assumer. Fait qu'il n'y avait pas de spontanéité. Non, aucune. Dans puis, ça. Je me rappelle les avoir vus puis me dire, mon Dieu, c'était tellement du beau monde, là. Puis là, d'avoir vu ça à la télé, ce qui n'arrivait pas souvent. Sérieux, chapeau, Jeannette Bertrand. Tellement. Chapeau d'avoir ouvert ses bras. Tu sais, là, qu'on se sente convié à la noce, on dirait que c'est elle qui a inventé ça. Moi, c'est une expression que j'utilise tout le temps. Qu'on se sente convié à la noce. Dans tous mes livres, j'ai tout le temps ce souhait-là. Que tout le monde se sente convié à ma noce. Puis c'est elle qui a instauré ça. Et j'ai comme l'impression qu'elle a dû avoir une influence dans le sens que, quand je pense à ce que tu nous as présenté en série... j'ai Chouchou là, qui m'arrive en tête où c'est l'amour interdit entre un prof et son élève, et l'élève est mineur, on s'entend. Mais elle aurait pu faire ça, Jeannette. Tu comprends? Décliner comment ça se passe, parce qu'on on sait même plus comme téléspectateur comment on se situe par rapport à la relation. Tu sais, dans le sens, on voudrait plus qu'il se fasse pogner, mais en même temps, on sait que c'est mal. C'est mal. On la voit avec son... Tu sais, tout ça, on veut pas que son mari rentre dans la chambre parce qu'il va la voir. Et c'est toute notre moralité qui est mise en jeu, tu comprends? Et c'est de comprendre ce qu'un et l'autre ressentent malgré l'interdit. Et ça c'est important pour moi, j'avais de l'empathie pour mes 2 héros. Leurs 2 tracks, je les aimais. Et les 2 se faisaient du mal naturellement, mais
j'ai appris à travers l'écriture l'existence de l'empathie critique, qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un et néanmoins reprocher des comportements ou de reconnaître à quel point que la personne a franchi une limite. On peut quand même, malgré tout, ne pas jeter la personne dans les oubliettes. Puis ça me plaisait quand même plutôt d'aller dans toutes ces zones grises-là. Puis, en général, c'est des zones qui m'attirent beaucoup. Toute la nuance. Là, mon prochain sujet, on fait un nouveau projet avec l'équipe de production de Chouchou. On fait encore un 8 x 1 heure. Ça s'appelle « Je te tiens ». Et on est dans l'univers des travailleurs du sexe. On a beaucoup démonisé, avec raison, là, le travailleur du sexe pour je pense qu'il y a des raisons évidentes, là. Mais il y a aussi des prises de parole d'empouvoirment, de femmes notamment qui disent à quel point que leur féminisme s'incarne aussi dans la prostitution, dans ce rapport de pouvoir-là, dans les limites quand il n'y a pas de proxénète dans les alentours. Je trouvais ça intéressant, et surtout quand j'ai découvert l'existence des assistantes sexuelles. Donc ça, c'est les personnes qui œuvrent avec des personnes qui ont des limitations, des handicaps notamment. Je trouve que c'est moi, le droit à la tendresse puis le droit à l'intimité, je trouve ça vraiment important. C'est illégal d'avoir recours à ça au Québec, mais le droit à l'intimité quand une personne n'a pas du tout de contact physique, c'est tellement intéressant comme sujet. Puis c'est un sujet tabou, naturellement, mais on dirait qu'il y a comme une partie de moi qui est très insouciante quand j'aborde un sujet. Je trouve ça passionnant. Mais parce que ça existe. Ça existe. Puis moi, j'ai envie d'entendre parler de ça. Donc, j'ai envie de raconter ces histoires-là qui sont peut-être pas séduisantes sur papier, de faire « c'est glissant ». Moi, on me disait beaucoup, avant que Chouchou sorte, on me disait « Mon Dieu, mais quel terrain glissant ». Oui, mais justement, c'est intéressant d'aller sur un terrain qui n'est pas aseptisé puis qui n'est pas... ça me plaît. Ça me plaît. Puis ça nous plaît aussi. Et juste pour finir avec l'anorexie, comment on s'en sort? Quand on se sent aimé. Je pense que je me sentais pas aimé à la hauteur de ce que je méritais. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai recommencé à manger plus sainement. Naturellement que je pense que quand pendant autant d'années tu vis avec des troubles alimentaires, il y a tout le temps une partie de ton cerveau qui est préoccupée par ça. Il y a tout le temps... C'est une cicatrice, je pense. Ça reste. Mais le sentiment d'être aimé, mon Dieu, manger en gang. Puis la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est mon chum, Philippe, qui est le gars le plus généreux, le plus brillant, le plus aimant. C'est un gars aimant dans la délicatesse, dans le silence. Il est pas du tout flamboyant. Il y a quelque chose de très sobre. Il cuisine beaucoup. Quand il cuisine, c'est je sais qu'il m'aime. Je finis l'assiette. J'ai toujours fini l'assiette avec lui. On mange ensemble, on est bien. C'est juste sain. C'est juste quel sain. besoin profond il répond? Besoin de sécurité. Sécurité. Il comble... Il connaît tout de moi. J'ai l'impression que c'est la personne avec qui c'est mon meilleur ami. Aussi, je dis toujours que Jocelyn, c'est mon meilleur ami, mais Philippe... Il sait tout. Il sait tout. Puis je pense que c'est une espèce de sécurité mutuelle, de tendresse. On est beaucoup dans la tendresse au quotidien, Philippe et moi. Puis le plus beau geste que j'ai reçu dans les dernières semaines, là, c'est quand je suis sorti Big Brother, là, il m'a fait un journal de tout ce que j'ai manqué. Des 43 jours que j'ai manqués. Puis à chaque jour, il m'écrivait comment lui se sentait. Puis tout ce que je manquais, mettons, Kim Yarashevskaya est décédée. Moi, j'étais passé à côté, là, je l'avais pas su. On est coupé du monde. Henri Chassé est tombé du stage au rideau vert. Non, pas pour vrai, je capote. Mais aussi, le petit sachet de poudre de Old El Paso dans l'armoire me donne envie de pleurer parce que ça me fait penser à toi. Parce que j'adore la petite poudre Old El Paso. Donc, ça, Philippe, c'est cette délicatesse-là de nommer l'amour simplement, avec le cœur tout le temps. Puis tu sais, il dirait le premier, je suis pas un auteur, il écrit tellement bien, il est dans une vérité tout le temps. Ces petits post-it, là, il m'en laisse, parce qu'il travaille 1 semaine sur 2 au Nunavut. Donc quand il part le matin, il part souvent les lundis matin ou les mardis matin, quand je me lève, il part très très tôt. Je me lève beaucoup plus tard que lui, puis j'ai toujours mon post-it. Puis je les ai tous gardés, c'est mes signets. Dans tous mes livres à la maison, j'ai
je pense à toi, merde pour ton projet de mercredi, parce que c'est ce qui s'en vient durant ma semaine, puis j'ai déjà hâte à mon retour. Tous ces mots-là, c'est des signets. C'est de l'amour partout dans mes livres. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 8 ans. Plus de 8 ans. Et peux-tu croire, Marie-Claude, ça, je trouve ça drôle. Quand je suis sortie de Big Brother, pendant 4 jours, on est dans un hôtel. Parce qu'on ne doit pas être vu avant notre sortie, avant qu'on ça soit annoncé à la télé. Donc, j'étais en limbe à l'hôtel avec une nounou. Puis là, elle me dit, le producteur veut te rencontrer. Et c'est une surprise. C'est Philippe qui vient de débarquer, puis ils me l'ont pas dit. Philippe, il est censé être au Nunavut, mais ils l'ont averti avant qu'il parte. Il a pas pris l'avion, il est venu pour me voir à l'hôtel. Et moi, je me mind, je m'en vais rencontrer le producteur. J'ai serré la main, j'ai fait « Bonjour! » C'est mon chum Calice qui est dans ma face, puis je l'ai pas reconnu, Marie-Claude, c'est terrible. C'est terrible, là, je fais « Oh! » Puis il fait « Ben voyons, Simon, c'est moi. » Puis je suis tellement désolé. Il y avait une tuque différente. Qu'est-ce que c'est là, ta tuque? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je te reconnais pas. Puis, hey, Il s'attendait pas à ça, lui. Je l'ai pas reconnu au bout de 8 ans de relation. Donc, ça révèle à quel point que, tu sais, Big Brother, 1 mois et demi coupé, oui, ça se peut que tu sois déphasé. J'étais déphasé. Mais, sais-tu quoi? Je me suis dit, il est donc bien beau, le producteur. Objectivement, j'ai trouvé mon chum beau. J'ai fait, ah, c'est un bel homme. Chris, c'est ton chum, t'es donc bien chanceux. C'est fou, hein? Donc, c'est ça. Mon chum, c'est la tendresse au quotidien. Puis il prend soin de moi, là. Mon Dieu, qu'il prend soin de moi. Tu sais, je suis pas bon dans bien des affaires. Je suis comme incapable. Juste au niveau, mettons, des finances. Lui, il aime ça. Il s'occupe de mes finances. Je fais, ah! Tantôt, là, on était sur mes REER, là, avant que je parte. Puis il dit, je vais m'en occuper. Il s'occupe de mes REER. Ah, il est mariable. Est-ce que tu as envie de te marier? Non, c'est pas. Moi, j'ai jamais rêvé à ça, le mariage. Et aussi, je sais que c'est bien niaiseux, mais je suis métallophobe. Donc, le métal, je peux pas toucher à du métal. Donc, porter, je sais que c'est... Ah, t'es la première personne que je rencontre qui est métallophobe. Ah, ouais. Ouais, je savais même pas que ça existait, en fait. Ça existe. Puis toi, t'es un ingénieur minier. Oui, mais il porte pas sa bague. Parce que normalement, les ingénieurs portent tout le temps leur petite bague. Puis j'ai dit, si t'avais porté ta petite bague, ça aurait pas pu fonctionner. J'aurais pas pu embrasser quelqu'un qui porte une bague. Je peux juste penser à ça. Il y a une bague, il y a une bague, il y a une bague. Ça t'énerve-tu que j'ai une bague? Un peu. Non. Je n'ai plus. J'ai plus de bague, j'ai caché mes boucles d'oreilles. Non, écoute, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est juste quand je touche, mettons quelqu'un qui a une bague, je suis capable, là. Mais mes doigts se rappellent, va te laver. Puis c'est aussi la sensation du métal sur la peau. J'aime ça ne rien avoir. Tu sais, je porte jamais de montre. C'est que toi, tu pourrais pas te marier à cause de la bague. Ben longtemps, ça a été ma raison. C'est vraiment une raison niaiseuse, là. J'aime l'idée de s'engager, tu sais, mais j'aurais plus envie de faire une fête. Tu sais, de faire une fête, une célébration de notre amour, mais que ce soit pas un engagement officiel comme ça. C'est plus un engagement tacite. Je veux que ça dure, c'est tout. Puis célébrons notre amour puis notre complicité. Mais pas... le mariage en soi, c'est pas quelque chose qui... Si tu avais à écrire un livre, là, une biographie, le chapitre sur ton histoire d'amour, ça porterait quel nom? C'est drôle parce que j'ai l'amorce, c'est Géocaliser l'amour, qui est un roman par poème que j'ai publié il y a une bonne dizaine d'années, il y a presque 10 ans. Et j'en ai fait une série télé après, une série web qui s'appelait On va sûrement en parler dans Eros. Ça se pourrait. Elle était un petit peu osée, ta série web. Oui, elle était super osée. Super osée. Puis ça, c'est comme la recherche, moi qui ne va pas dans les bars, les applications de rencontres. Ça a été un buffet à volonté. Puis ça a été un vertige heureux comme désagréable. Tu sais, l'espèce de buffet à volonté, c'est excitant jusqu'à temps que ça donne mal au cœur. De tout est possible. Et donc, tu ne peux qu'être malheureux si tu penses tout le temps qu'il y a mieux ailleurs. Puis il y a beaucoup de ça dans les applications de rencontres. Il y a aussi du bien. Et mon chum, je l'ai connu sur Tinder. Et donc, je ne vais jamais démoniser ces applications. Il y a plein de gens qui, comme moi, sont pas doués dans un bar. Je sais pas comment placer ma voix quand il y a de la musique. Pour vrai, les gens ne m'entendent jamais. Quand il y a de la musique forte, là, je pourrais pas essayer de cruiser. Vraiment, je suis pas bon pour cruiser. Je suis très mal à l'aise à aller de cruiser. Donc, puis je prends juste un 7-Up flat. Je serais pas à l'aise dans un bar. Fait que pour moi, les applications de rencontre, ça a été une possibilité de me tourner vers l'autre. Et Philippe, j'étais arrivé chez lui, puis ça a été comme... Ah, mon Dieu, j'espère qu'il va s'intéresser à moi. Tout de suite, j'ai senti, j'aimais sa voix, j'aimais son calme. Je l'ai trouvé beau. C'est sûr que ça joue aussi beaucoup. Tu sais, la beauté, c'est quand même séduisant. Donc, j'ai trouvé beau, mais j'ai surtout aimé...
J'ai aimé comment je me suis senti face à lui. Je me suis senti tellement paisible. La première chose que j'ai dite, c'est « Est-ce que je peux mettre mes bas dans ta sécheuse? » Parce qu'il pleuvait à Sio quand j'étais sorti du métro. J'étais arrivé chez lui, j'avais les bas tout trembles. Puis il dit « Ben oui. » Fait que j'ai enlevé mes bas devant lui. Puis on a mis mes bas dans sa sécheuse. Puis ça a commencé bien drôle comme ça, mettre mes bas dans sa sécheuse. Et ce serait quoi le titre d'un chapitre qui décrirait votre amour? Ça pourrait s'appeler juste Philippe aussi. Ou juste mes bas dans sa sécheuse. Oui, les bas dans sa sécheuse. Ça, j'adore ça. Les bas dans sa sécheuse. C'est très lui, ça. Je vais te réchauffer les pieds. Je vais te donner une serviette. Il est très dévoué. Puis on dirait que il aime ça à être la personne qui soutient. C'est un souteneur. Il aime ça. C'est pas un carriériste. Il a une belle carrière, mais il a été très utile professionnellement. Tu sais, lui, il a vu ma vie changer complètement. Je faisais un peu de télé, un peu. Je faisais de la radio il y a 8 ans. Ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble. Puis dès qu'on a commencé à sortir ensemble, j'ai passé l'audition pour cette année-là, puis ça a marché. Puis là, il a été aux premières loges de tous les moments importants, l'effervescence, être invité En direct de l'univers. J'y suis allé une fois tout seul. Puis lui, il était dans le public, il est très timide. Il n'aurait pas chanté là, jamais dans 1000 ans. Mais quand j'ai été kidnappé pour le En direct de l'univers du temps des fêtes, le En direct du temps des fêtes, là, c'est ça. Il a dansé dans une mascotte. Je venais de publier un roman qui s'appelle Pleurer au fond des mascottes. Et là, France Baudouin, pour saluer ce livre-là, elle m'avait mis sur la tête, c'était écrit Philippe, l'amoureux de Simon. Puis moi, je savais pas que j'ai ça. Puis j'ai même pas compris. Il y a tellement beaucoup d'affaires en direct de l'univers, tu sais plus où regarder. Puis là, il y a un panda qui danse dans ma face. Puis je fais d'accord, je sais pas c'est qui, il est bien gossant. Puis là, je regarde partout. Puis à la fin de la chorégraphie, il retire la tête et c'est mon chum. Mon chum. Dans le fond d'une mascotte. Dans le fond d'une mascotte, mon chum qui est tellement pudique. Et mon chum surtout, qui est dans un milieu plutôt macho et qui a jamais fait de coming out à sa job. Jamais. Tout le monde veut lui présenter des filles à sa job. Il fait il a jamais dit. Il est très pudique sur sa vie privée, contrairement à moi. Lui, il est très dans la rétention. Mais là, devant 3 millions de téléspectateurs, il montrait qu'il m'aimait à ses collègues. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Dans une mascotte en plus, en transpirant. Et c'est quand même, pendant que Marjo elle chante « Je lâche pas », c'est quand même quelque chose. Il a choisi son moment. Ben, c'était ostentatoire, là. C'était genre « Je t'aime à ce point-là ». Ouais, wow. Moi, j'en ai eu là, des chanteurs sur qui je capote là, qui sont venus. Mais ma plus belle surprise, c'est mon chum qui a dansé dans une mascotte pour moi puis qui a répété une chorégraphie. Puis je l'ai même pas vraiment regardé, là. J'ai trouvé ça tellement généreux parce que je le connais. Je sais ce que ça implique pour lui. C'est beau. Quelle belle histoire. Niveau Eros et compagnie. Wouhou! C'est bon. Est-ce que j'enlève un bouton? Ah, tu peux faire ce que tu veux. Ça serait la première fois que quelqu'un se dépouillerait. Et voilà. Et voilà. Mon shag. OK. Tiens, tu m'en donnes 3, s'il te plaît. Il y en a 4. Parfait. C'est drôle, j'en mets tout le temps moins. Au début, il y en avait 6. Je trouvais qu'il y en avait trop. Je suis rendue à 4. Ça. Merci. De quelle façon ta vie sexuelle a-t-elle évolué avec le temps? Quelle place accordes-tu à ta vie intime? Es-tu à l'aise avec la nudité? Oui, il y en a 2 qui m'intéressent. Mais vas-y! OK, je vais aller avec comment ma vie sexuelle a évolué avec le temps. OK, on revient dans ce que je t'ai dit au début. Je pensais que j'aurais jamais de sensualité dans la vie, que j'aurais jamais de rapport. Moi, je pensais que j'aurais pas droit à cette vie-là. Je me trouvais pas assez beau. Je pensais aussi que la maladie, ce serait le lot de tous les... À l'époque, j'ai grandi avec ça. Je suis né dans les années 80, je suis né avec le sida. L'existence du sida, donc, pour moi, vivre ma sexualité, c'était me condamner, probablement. Donc, quand on a ce parcours-là, il y a cette peur-là. J'ai pas eu la spontanéité d'avoir de mettre en action mon désir rapidement. J'ai été tardif. Ça a été tardif. J'étais un late bloomer. Floraison tardive sexuelle. OK? C'est arrivé tard. Je pense que j'avais pas loin de 20 ans. 19-20 ans. Et j'aurais tant voulu quand même. J'avais du désir là, au secondaire, mais réfréné, constamment réfréné. Et donc, j'ai vécu ça plus à l'âge de 19-20 ans. Mais quand j'ai commencé Marie-Claude, Watch Out, j'ai commencé puis j'ai aimé ça.
Ça veut pas dire que j'ai tout fait. J'étais vraiment dans quelque chose d'un peu sécurisant. Donc, j'avais une sexualité toujours protégée, mais une sexualité jetable. J'en ai vécu beaucoup. Avec les applications. Des histoires d'un soir, j'en ai vécu beaucoup. Et c'était pas jetable au complet parce que il m'est resté toujours quelque chose de ces rencontres-là. Même quand c'était pas nécessairement la plus belle soirée, je parlais toujours. Pour moi, j'ai jamais été capable de faire de la sexualité anonyme. On discutait en amont, en aval, et même parfois pendant. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça parler pendant, mais bon, ça c'est plus controversé, là, mais tu sais, on prend une pause, puis on jase, puis c'est ça la vie, puis dit bon, on mange quelque chose. Mais j'aimais ça, les discussions, j'aimais ça rencontrer l'autre. C'est quand même une rencontre, tu sais, oui, c'était charnel, mais... Puis à un moment donné, ben il y a quelque chose qui s'essouffle là-dedans. D'où l'existence de J'ai localisé l'amour. Ça faisait un peu état. T'sais, l'état des lieux, c'est... Ouais, ben j'ai un peu un haut le cœur des fois. Il y avait des moments tristes. Il y avait beaucoup de tristesse. Oui, beaucoup de... Beaucoup... C'est un personnage qui est inconsolable à un moment donné puis qui n'est pas colmaté par la sexualité. C'est pas complètement moi, c'est une partie de moi. Oui. Il y avait une partie de moi là-dedans. Et donc, je te dirais que quand Philippe est arrivé dans ma vie, c'est pas mon premier amoureux, loin de là, mais c'est mon amoureux de loin le plus stable, ma relation la plus saine, la plus constante, la plus... Et donc, notre sexualité a vraiment évolué avec le temps. Ça s'est vraiment ralenti. Et c'est la tendresse qui m'unit le plus à Philippe. On est vraiment dans quelque chose de très, très tendre. Et c'est une main posée au bon endroit, au bon moment. C'est dans la petitesse, c'est dans la délicatesse. Et c'est drôle parce que j'ai vécu quand même... J'ai dit que j'ai pas été wild, mais j'ai quand même... Numériquement, là, j'ai pas été très sage. Mais on dirait qu'avec Philippe, on dirait quelque chose il y a une délicatesse qui s'est installée dans ma vie et dans le lit. Et c'est peut-être il y a une maturité assurément, mais c'est quelque chose de très sain. J'aime ça comment ça a évolué. Mes désirs sont toujours là. Je suis un gars qui est traversé par le désir et je les ai souvent utilisés, sublimés par l'écriture. Beaucoup adolescent, quand tu es adolescent puis que tu vis par procuration, tu écris par procuration, ben j'ai encore des désirs inassouvis. Puis je trouve qu'être inassouvi, c'est pas une mauvaise chose. Donc, je les sublime beaucoup dans l'écriture, dans mes personnages qui vivent des choses. Donc, j'ai l'impression que des fois, j'ai vécu des amorces où j'ai vécu des choses quand même. J'ai vécu des choses un peu plus trash à l'occasion, mais jamais beaucoup. Mais c'était comme l'amorce qui me nourrissait dans l'écriture. Donc, j'aime me dire que tout peut être sublimé et même être incontenté, c'est pas qu'une mauvaise chose, je pense. Tantôt, tu parlais, as-tu négligé certains aspects de ta vie et tu parlais, bon, tu étais plus casanier alors que tu aurais pu t'éclater. Ouais. Mais sexuellement, est-ce que tu as négligé cette partie-là ou justement d'avoir osé aller vers les autres comme tu l'as fait? À partir du moment où j'ai su que je pouvais éveiller le désir, ça a été une carte cachée qui était insoupçonnée dans ma vie. J'ai fait « je peux éveiller le désir, je peux en profiter, je pensais pas avoir ça, je me suis jamais vu comme... Je sais que je suis quelqu'un de charnel. Quand je danse, oui, il y a un côté gamin quand je danse, mais il y a aussi un côté, pour avoir parlé de la danse colonne là, chez Marie-Louise Arsenault, la danse poteau, là, je peux être lubrique avec un poteau. C'est comme si je suis dans l'abandon total. Il y a quelque chose de... Quand tu vois quelqu'un qui danse dans l'abandon, je m'offre. C'est comme j'ai comme plus de... Ma colonne vertébrale est très flexible, la patte dans les airs, je suis dans la plénitude du corps. Et on dirait que ça je l'avais en moi quand j'étais adolescent. Je dansais de façon un petit peu lubrique. C'était beaucoup nourri par les vidéoclips. Hein. Moi, je regardais beaucoup Musique Plus, puis j'aimais les danses lascives un peu. Et on dirait que quand j'ai vu que hey, je peux susciter le désir... Puis répondre à ce désir-là, ça a été très le fun. J'ai eu des années beaucoup plus wild, puis j'ai l'impression que j'ai encapsulé beaucoup de rencontres humaines qui m'ont servi dans J'ai localisé l'amour, mais dans tout ce que j'ai écrit par la suite. Parce que je suis plus sage. Mais cette vie-là
cette époque de ma vie, c'est presque une dizaine d'années, là, même un peu plus, là, où j'ai vécu des expériences parfois plus délurées, sans que l'alcool... Moi, c'est que j'ai tout le temps été conscient. L'alcool n'a jamais été... J'ai jamais fait l'amour sous l'effet de l'alcool. Fait que t'as jamais regretté ou tu t'es jamais réveillé en disant « mais où suis-je? » Jamais. Tout a toujours été conscient. Puis j'ai rien contre ceux qui essaient. Là. Je sais que il y a plein de méthodes sexuelles qui peuvent introduire les drogues, l'alcool. Ça appartient aux gens. Là. Mais toi, t'as pas eu besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. On dirait que moi, la perte... Tu sais, des fois, c'est la perte d'inhibition, la perte de contrôle, l'abandon. C'est l'abandon. L'abandon, moi, il est facile. Je m'offre rapidement. Je m'offre dans tous les niveaux. Tu veux que je m'ouvre, je vais m'ouvrir. Tu veux que... J'aime ça faire plaisir. J'aime ça... Mais t'es quelqu'un de charnel. Je suis quelqu'un de très charnel. Oh oui. Je vais en détacher un autre pour te le prouver. Finalement, c'est-tu du strip poker, ton affaire? Oui, mais c'est ça. Donc, es-tu à l'aise avec la nudité? Oui puis non, parce que, comme tu sais, bon, mon adolescence a été compliquée. Oui. Mon rapport au corps, il va tout le temps être un peu conflictuel. N'empêche que j'ai fait des choses... J'ai déjà dansé pour Dave Saint-Pierre. Alors, Dave Saint-Pierre, ce chorégraphe qui mettait des corps nus sur scène, j'y ai participé. J'ai fait un spectacle avec lui. On était nombreux. Mais être nu sur scène, c'est pas banal. Tu sais, devant une salle remplie... on dirait, il y a comme une part d'insouciance de dire, ben c'est mon corps, puis je vis, je suis... je pense que c'est la célébration de mon corps, d'avoir accepté de faire ce spectacle-là, tout nu, sur scène. Et même dans Géocaliser l'amour, j'avais beaucoup de scènes où j'étais très dénudé. Il y a des scènes où je suis nu, littéralement. C'est très explicite comme ça. C'est très explicite. C'est très, très... Tu sais, il y a des gens qui... Moi, j'étais étonnée. Oui. Parce que c'est toi qui joues dedans, plus. C'est ça. Puis là, j'étais... Oh là là! Et le voilà. Là. C'est drôle parce qu'on se dit, le gars de Bonsoir, il est aussi ça. Oui. Mais je suis les deux. Et je trouve ça le fun de dire Tu nous mélanges toutes. Oui, c'est ça, hein? Tu sais qu'un auteur jeunesse, je suis beaucoup vu comme un auteur jeunesse dans la tendresse, mais là, quand t'écoutes Géocaliser l'amour, il y a plein de gens qui ont fait, mais je suis déstabilisé. Je m'attends pas à ça de toi. Puis moi, je trouve ça le fun de me dire que je suis aussi ça. Mais t'es aussi un acteur. Je suis aussi acteur. J'ai joué beaucoup dans cette série-là, je suis dans chaque scène. Ben oui. Et ce qui est le fun, c'est que je jouais à la fois mon propre rôle et un personnage parce que j'étais dirigé par un réalisateur qui avait des vues, qui avait ses propres visions du personnage, qui n'était pas toujours avec ce que moi j'aurais fait spontanément. Puis j'ai aimé ça, me faire diriger puis me faire amener sur un terrain qui n'était pas tout à fait le mien, même si c'était mon corps, mes mots. J'ai aimé et quand j'ai écouté la web-série, j'ai été vraiment ravi de voir... C'est quelque chose de différent. Ça a eu un succès, là. Écoute, je pense que j'ai gagné une dizaine de prix dans des festivals. Des gens qui me connaissent pas, là. Puis, tu sais, moi qui est surtout vu comme un auteur, j'ai gagné beaucoup de prix d'interprétation en Argentine, en Italie. Les gens me connaissent pas là-bas, mais c'est juste, j'ai quand même... Je pense que j'ai bien défendu mon Simon. Mon Simon était bien défendu. Dans ton lâcher-prise. Dans mon lâcher-prise. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de lâcher-prise dans ces scènes-là. Et c'est des choses qu'on n'avait pas vues souvent ou pas vues du tout. Beaucoup de vulnérabilité. Moi, on dirait que j'ai toujours dit que j'aime faire reluire mes vulnérabilités dans l'écriture, mais dans le jeu tout autant. Tu sais, à l'école de théâtre, il y avait une fille dans ma classe qui était la plus bonne. Elle était bouleversante. Et souvent, dans les notes, elle avait les notes les plus basses. Puis moi, ça me confrontait. J'avais pas des notes très bonnes. J'étais toujours près d'elle. Puis je me disais tout le temps, elle a 70 puis tout le monde a 90. Ben moi, j'ai 73. C'est une bonne chose. Je me rapproche de ma belle Sarah, que je trouve tellement bonne. Donc ça, c'est en deuxième année que je me rappelle m'être dit, j'ai pas la même grille. Ma grille à moi, c'est la sincérité. Je dis pas que les autres sont pas sincères, c'est pas ça. Mais on dirait que j'achète beaucoup l'imperfection. Postillonner, quelque chose qui retrousse, un son qui est pas net, ça me dérange pas quand c'est sincère. Plus qu'une belle voix posée avec une articulation puis des... tu sais, quand tout est une élocution impeccable, si c'est pas soutenu par le cœur, par l'émotion,
Je préfère quelqu'un qui postillonne, qui est tout croche, mais qui me fait vivre quelque chose. Puis Sarah, là, elle me bouleversait à chaque fois quand elle jouait. Puis j'aspirais à ça. Moi, je vais aller autant dans l'humour qu'elle me fait rire parce qu'elle est conne, elle est vraiment drôle. Puis dans le drame, je pense que dans Je qu'elle disait l'amour, j'avais tout ça. Je me suis permis d'aller loin dans toutes les vulnérabilités, autant dans l'humour. Des fois, j'ai l'air niaiseux, c'est drôle. Il y a des scènes, une scène d'audition où je présente mes... Même bon, ça n'a pas rapport. Puis loin dans l'émotion aussi. Ça a vraiment été pour moi, là, quand j'ai terminé les tournages, je pense que c'était déjà un 15 jours de tournage, mais tu sais, là, tout le temps, j'ai une espèce de nostalgie de faire « Ah, est-ce que je vais revivre ça? » J'ai tellement aimé ça, de mettre l'écriture de côté puis de juste jouer, être au service d'un projet qui m'incluait, mais j'étais juste au service beaucoup du réalisateur. À qui t'avais complètement confiance. Je faisais confiance. Je me suis laissé, puis j'aime vécu. Ça. Puis j'aimerais ça aussi par le futur, à être un peu plus, tu sais, jouer des petits rôles pour me reposer la créativité. C'est un autre part de créativité, là, mais juste être au service des textes de quelqu'un d'autre et de l'univers de quelqu'un d'autre. Et là, la série, tu sais, je suis allée à Cannes tout récemment. Mais oui. J'étais allée à Cannes, puis c'est dans la série, quand je parlais au réalisateur avant qu'on a tourné en septembre, puis j'ai dit, j'aimerais ça jouer le policier, l'enquêteur de police qui est pas fin. Puis là, il me dit, oui, mais tu veux pas jouer le professeur d'art dramatique? Oui, mais je trouve que, tu sais, dans 6 degrés, j'ai joué quelque chose qui était près de ça. J'ai joué le professeur de français. Non, le policier, j'ai pas fait ça. Puis je le sentais que dans ses yeux, je suis pas sûr qu'il peut jouer ça. Moi, je le sais que je peux jouer ça. Parce que moi, je me dis, un policier, là, c'est pas que le policier classique qu'on a vu 1000 fois. Ça peut être plein. Tu sais, je t'ai dit, le carcan, ça me gosse. Pourquoi un policier doit absolument avoir ce physique-là, cette voix-là? Je pourrais être policier aussi. Alors, je dis non, j'aimerais ça jouer l'enquêteur. Puis surtout, c'est un gars pas fin. Fait que c'est mon premier pas fin. Il est pas fin. Il est pas terrible, mais il est pas très smart. Et le plaisir que j'ai eu sur le plateau. Ah, j'ai aimé ça. Puis Éric, le réalisateur, a bien vu que ça marchait. Puis il m'a pris dans ses bras en faisant « Merci. Merci. » Ça l'a rassuré. Moi, je trouve ça le fun. Moi, je savais que j'avais ça en moi. Je savais que je pouvais jouer quelque chose qui est... Mais tu as eu l'assurance de le dire. Oui. Oui, ou l'inconscience. En fait, c'est comme je suis bien insouciant dans la vie. Je fais, je peux jouer ça. Moi, je me fais confiance. C'est ça, t'as une assurance. T'as raison. C'est une assurance. J'ai une assurance. Ah ouais. Yes. Je suis full charnel. Mais t'es charnel, t'as de l'assurance, puis tu te montes tout nu. Moi, je trouve que t'as beaucoup de... La dernière question, Simon. La question Opto Réseau. Quand tu regardes ton parcours de vie, quelle fut la plus belle période? Quelle en fut la plus belle période? Oh, j'aimerais ça dire que c'est présentement, puis c'est vrai que je vis un moment grandiose parce que je me sens sur mon X. Je fais plein de choses. Tu sais, je t'ai dit que j'aime la multiplicité. Je fais plein d'affaires. Je me définis par tout ça. J'embrasse tout ça. Mais mon arrivée au cégep à 17 ans, il y avait quelque chose de magique parce que je pense que c'est le passage à... Il n'y a pas grand-chose qui est à ma portée. Puis là, je débarque, puis je me dis non, tout est possible. Cette compréhension-là, je la revivrai jamais. C'est la première fois où je me dis tout sera possible pour moi. As-tu l'impression que tu as quitté... Est-ce que tu as l'impression que tu as quitté ton mode survie? À 17 ans, tu as tout à fait raison, c'est justement ça qui s'est passé. J'étais arrivé, puis j'ai fait... J'avais plus l'obsession ou la crainte de voir qu'est-ce qu'on va dire dans mon dos. Où va venir le gâteau vachon? On va-tu m'écraser encore un gâteau dans les cheveux? J'avais plus cette crainte-là du tout. Et je ne l'ai plus jamais retrouvée, cette peur-là. J'ai jamais eu peur de me faire attaquer après ça. C'est comme s'il y avait quelque chose... Ça ne m'appartenait plus. C'était plus cette vie-là. Je me suis racheté une vie. J'avais cotisé tous ceux qui m'ont fait souffrir. Je me suis racheté une vie. Mais comment t'as cotisé tous ceux qui t'ont fait souffrir? Finalement, tu vois, tu me dis, est-ce que tu voudrais appeler le gars? Oui. Puis je le sais pas encore. C'est comme si j'ai pas eu à cotiser finalement. Je me suis fait de l'argent autrement. Je me suis payé autrement en misant sur tout ce qui m'habitait. J'ai misé sur moi. J'ai vraiment remporté des affaires. Puis j'ai vraiment misé sur moi pour vrai. C'est comme si ces gens-là t'ont forcé à vivre dans ta tête, avec ta créativité. Complètement. Parce que c'était pas avec eux que tu allais chercher quelque chose. J'ai peuplé, comme j'avais peu d'amis, j'ai peuplé autrement
ma solitude, avec les livres, avec mon imaginaire, beaucoup avec mon cœur aussi. Puis j'ai dit que j'ai misé sur moi parce que j'ai tout essayé. Tu sais, mon insouciance ou mon assurance m'a amené à faire cégep en spectacle plein de fois. J'ai fait les concours d'oratoire toute ma vie, les concours de dessin. J'ai tout essayé les concours. J'en ai perdu plein. J'en ai gagné plein aussi. Mais tu sais, t'aurais pu rien faire de ça. Ouais. Vouloir toujours t'effacer. T'es allé c'est vrai, loin je voulais dans... m'effacer complètement. Puis on dirait que c'est pour ça que ma plus belle période, ça a été le moment où j'ai refusé de m'effacer. Où tu t'es dessiné. J'ai recommencé à manger sainement. Je me sentais solide avec mes collègues. Puis je me suis dessiné des nouveaux contours, une nouvelle vie. Je me suis racheté une nouvelle vie. Ouais. Puis on dirait que l'élan que j'ai pogné à cet âge-là, à 17 ans, je suis rendu à 43, puis ma swing n'est pas finie. J'aime ça dire ça, ma swing n'est pas finie. J'étais encore dans les airs. C'est comme si pendant 5 ans, là, au secondaire, je me retenais, puis là, j'étais comme fou dans mon... Tu sais, le garde... On lève la barrière, puis là, j'ai fait « Waouh! Tout est possible. J'explose. » Dit-il en postillonnant. Je viens de dire, c'est pas grave qu'on postillonne. Oh, j'ai postillonné. Mais voilà, la mais preuve. c'est ça. Voilà, j'explose, je suis un volcan et tout est possible. Et ma swing n'est pas finie. Je vais faire encore, j'ai envie que ça se prolonge. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais retomber, mais je me dis, le trampoline est là. Je vais me rebondir. Si je redescends, me rebondir. Merci, Simon Boulris. Merci, Quelle Marie-Claude. belle rencontre. Je savais qu'elle allait se passer. Une autre chanson. Ah ouais! Écoute, tu vas... Et moi, j'étais en train de me dépouiller de tout mon métal au fur et à mesure. Hey, tu vois? on n'aura plus rien. On n'aura plus rien, ça continue. Un strip poker, cette affaire-là, Joker. Enlève ton top. Hey, merci beaucoup, Merci. vraiment. Puis merci beaucoup à vous autres d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.